pouvez vous installer confortablement. Ça va être bien. Ça va être très bien même. Écoute le podcast. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la première édition du podcast Rugby Club, l'émission 100% rugby. Dans cet épisode, on va revenir sur les éléments marquants qui ont forgé cette année rugbystique en France. On évoquera les parcours européens de nos clubs français, le doublé toulousain, mais également les montées et descentes et ce qu'on peut attendre pour la saison prochaine. On terminera par un petit quiz sans oublier les questions que vous nous avez posées ce week-end. Et pour former notre équipe aujourd'hui, nous avons fait appel à 3 experts. On commence avec le pilier de l'équipe de par son expérience, plus que de par sa carrure. Je parle de Benjamin Pommier, qui est le référent du rugby corrézien. Auteur du livre La Corrèze, terre de rugby, il est journaliste et reporter pour La Montagne. Il suit notamment depuis de nombreuses années l'actualité du CA Brive. Et il a même dédié cette année un podcast, le podcast. Bonjour Benjamin, comment ça va ? Salut messieurs, bonjour à tous et à tous. Ben ça va, j'ai presque failli me vexer avec le pilier, mais ça va, tu t'es bien rattrapé, quoi. C'est pour ça, on savait. La petite nuance était là. Ouais, je sais que j'ai pris un peu, mais quand même. Non, on n'oserait pas, non, quand même. À la mêlée, on retrouve Gauthier Baudin, étudiant en journalisme, anciennement connu sur Twitter sous le pseudonyme de Eros Rugby. Il a récemment décidé de dévoiler son identité à ses 7000 abonnés. Très actif, il suit le jeu en France, mais également à l'international. Il est notamment derrière le compte Les Compos, qui nous renseigne chaque semaine sur les compositions d'équipes des différents championnats de rugby. Comment vas-tu, Gauthier ? Ça va nickel. D'ailleurs, tu me rappelles qu'il fallait que je les fasse pour ce week-end, mais en tout cas, enchanté d'être là et merci pour l'invitation. Ben, merci à toi d'être là. Et on termine à l'aile avec les fulgurances de Lucas Jacquet. Lui aussi étudiant en journalisme, il nous partage sur Twitter différents threads sur les moments marquants de l'histoire du rugby notamment. Il apporte son expertise au sein de la rédaction de Café Crème Sport avec le côté décalé si apprécié dans le milieu du rugby. Et si vous ne le savez pas, il vous rappellera que Narbonne évoluera en Pro D2 la saison prochaine. Bonjour Lucas, est-ce que tu vas bien ? Salut les gars, salut tout le monde. Ben ça va, écoute, je voulais faire une petite dédicace à Narbonne, mais tu m'as coupé l'herbe sous le pied, donc on peut continuer. Mais tu pourras en faire une quand même tout à l'heure, y a pas de souci. Tu peux en faire une sur Enzo Hervé aussi. Ça aussi, oui. Là on sera d'accord. Un podcast 80% corrézien aujourd'hui. C'est vrai, on sera tous d'accord. Voilà. Et on va commencer tout de suite avec le premier thème de l'émission et la France sur le toit de l'Europe cette saison. 3 clubs français dans le dernier carré en Champions Cup, une finale inédite pour La Rochelle, une 5e étoile toulousaine et un titre montpelliérain en Challenge Cup. Du coup, 3 clubs français en demi, avec également Clermont et le Racing qui sortent en quart. Est-ce qu'il s'agit là pour vous de la meilleure saison européenne pour le top 14 ? Meilleure saison, je sais pas, parce qu'il y a quand même des années où on était vachement plus dominateur. Hein. Moi, j'ai envie de dire non par rapport au format de la compétition. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Il y a eu beaucoup moins de matchs à gagner que certaines années pour se qualifier en demi-finale ou même en quart de finale. On a vu des équipes qui ont gagné des matchs déjà par forfait. Tu disputes un ou 2 matchs et tu te qualifies directement pour les 8e. C'est pas très glorieux. Il y a eu des meilleures années, et si on veut parler de la Challenge Cup, c'est pareil. Montpellier finit dans les derniers de sa poule et rebalancé du coup en Challenge Cup, et t'attaques direct dès les phases finales. Donc je dirais pas que c'était la meilleure année. C'est pas forcément celle où on a le plus dominé et là où les clubs ont le plus mérité de remporter leur titre. Donc j'aurais du mal à dire que c'était la plus belle année en Coupe d'Europe. Ok, ouais, c'est vrai que l'impact du Covid, il s'est beaucoup ressenti cette année. La Coupe d'Europe de l'année dernière a été annulée, même si elle est allée assez loin. Et là, cette année, il y a encore eu pas mal de reports. Mais après, là où Lucas a raison, c'est sur le format qui est assez dégueulasse, je trouve. Ce format de 2 poules où il y a que certains qui s'affrontent. Par contre, sur le niveau du jeu, là, on peut discuter, je pense, parce qu'on a jamais vu, hormis les Exeter, Leinster, tout ça, on n'a jamais vu les provinces ou clubs anglais, écossais, etc. aussi faibles. C'était assez. Je m'attendais vraiment à ce que il y ait plus de ces clubs-là en phase finale, et au final, c'était décevant, vraiment décevant.
Ce qui est plutôt cool, par contre, c'est ces 5 clubs français sur les 8 quarts de finalistes. Je me suis amusé un petit peu. Il a fallu bosser. On a reçu le déroulé pour bosser. Je me suis amusé à regarder un peu les 15 de départ des 5 clubs français qui ont disputé les quarts de finale. Il y avait 45 joueurs français dans les différents 15 de départ. Ce qui est plutôt quand même assez énorme. Il y en avait 20 entre Bordeaux et le Racing, il y en avait 17 pour le quart entre l'ASM et Toulouse. La Rochelle, il y en avait 8 contre Sale. Ça fait 45 joueurs au total, c'est quand même plutôt intéressant. Et finalement, on se rend compte que dans ces joueurs-là, dans ces 45 joueurs-là qui ont joué les quarts de finale de Champions Cup, il y en a plusieurs qui ont été appelés par Fabien Galtier pour faire la tournée cet été en Australie, quoi. Donc ça a eu ce côté positif quand même de faire jouer, de faire matcher des mecs qui vont pouvoir avoir des sélections cet été. Ah, c'est sûr. Après, ce qui est bien aussi avec ces 45 joueurs, c'est qu'il y en a pas mal qui sont récemment issus de la formation française, Ouais, qui ont le statut GIF, qui sont dans la tranche 20-25 ans, qui soit sont dans les générations de jeunes U20 qui ont remporté les Coupes du Monde. Mais c'est aussi là où ça fait du bien de les voir en confiance, même si c'est pas le cas pour tous, mais ils sont en confiance avec leur club. Et ça fait plaisir à voir pour la formation française. Et quand on voit qu'on continue à prendre ce chemin, et là où je pense qu'il y a notamment le quota des GIF qui a fait un énorme travail sur ce plan-là, ben au final, moi je me dis que pour l'équipe de France, ça peut être que bénéfique pour le futur en gros. Ok. Et ce qui est pas mal, ce que je voudrais rajouter qui est bien, c'est que oui, bon, certes le format, on arrive rapidement en phase finale, mais justement quand on arrive en phase finale, quand même, il faut reconnaître que les clubs français ont été impressionnants. Je pense notamment à La Rochelle contre le Leinster, où il y avait pas mal de monde qui les voyait se faire marcher dessus, et au final pas du tout. Et il y a aussi le Montpellier qui arrive à vaincre 2 solides équipes de Basse et de Leicester en Challenge Cup à l'extérieur. Et ils ont, sur les 2 derniers matchs, ils ont clairement mérité leur titre, aussi Montpellier. Donc de par le format, j'ai du mal à me faire à l'idée que c'était la meilleure édition pour les Français, mais dans le contenu, quand les phases finales sont arrivées, c'est quand même très très satisfaisant, et ouais, c'est bon pour l'avenir. Dans 10 ans, on se rappellera peut-être même plus de ce format-là, du Covid. Resteront les titres. C'est là où c'est ça qui va compter à la fin, quoi. Effectivement. Et alors justement, on va se rappeler des titres. Donc on va revenir sur le titre donc de Toulouse, 5e étoile, un record. À chaque fois des victoires. Alors souvent contre des clubs français à partir des quarts de finale. Donc ils ont affronté Clermont, Bordeaux et donc La Rochelle en finale. Ça a pas toujours été des matchs non plus totalement à la toulousaine où on avait l'habitude, comme on disait, jeu de main, jeu de toulousain, etc. Il y a eu beaucoup les conditions climatiques souvent n'étaient pas fait pour, notamment le match face à Clermont, des victoires un petit peu étriquées, mais à chaque fois Toulouse, l'expérience et largement au-dessus au final, trop fort à chaque fois. C'est des victoires 21-12 face à Clermont, 21-9 face à Bordeaux, 22-17 face à La Rochelle. Et on les a jamais sentis, notamment, à part peut-être la première mi-temps face à La Rochelle, mais trop inquiets dans leur match. Au final, largement, enfin, une victoire méritée pour Toulouse. Méritée, oui. Non, en plus c'est con à dire, mais genre je pense que je crois que je l'avais tweeté, mais c'était sans doute la meilleure équipe qu'on ait jamais vue de La Rochelle. Ils sont arrivés à un point où le staff était génial, les joueurs, le groupe de joueurs était à un niveau de jeu phénoménal. Enfin je pense que le match contre le Leinster, c'est un peu leur finale, un peu oui, mais c'est dommage de pas les avoir vus face à Toulouse comme ils étaient face à La Rochelle. Et ce qui est con, c'est que le carton rouge a miné cette envie de nous rétamer, parce que je dis nous parce que je suis supporter toulousain, mais sinon ouais. Après en termes de maîtrise, le stade c'est un peu chiant, parce que même quand ils sont pas bons, et ben au final ils gagnent le match assez, je sais pas comment le décrire, mais ils te gagnent le match d'une manière où tu te dis putain, ils ont rien branlé en fait, et ils ont toujours la solution. C'est frustrant pour les adversaires. Et je crois que le pire ça a été contre Clermont, où genre sous la pluie, je crois que c'était Médard qui donnait cette anecdote où je crois qu'ils étaient derrière au score, et t'as Médard qui va voir Dupont et Ntamak, et les mecs en train de rigoler, non mais c'est bon, on va gagner le match, je sais pas ce qu'ils disent, mais un truc du style. Et c'est là où tu te dis putain, la jeune génération, non seulement elle est bonne, mais en plus elle sait ce qu'elle fait, quoi. Elle a pas la pression, elle a cette envie de gagner, elle a la maîtrise qui, je pense, manquait aux précédentes générations du 15 de France, quoi. Donc ça peut être... Je crois que c'est ça, effectivement, le plus impressionnant, c'est que tu sens que les mecs, en fait, la pression,
ça leur passe complètement au-dessus, quoi. Il y a aucune prise de tête. Si ça passe pas devant, si ça passe pas derrière, on s'affole pas. Putain, c'est vrai que c'est hyper impressionnant et Il y a toujours un joueur qui fait la différence, quoi. ouais, accessoirement, ouais. Et ça, je pense que ça transpire un peu du Gomola. On l'a connu un peu à Brive. Bon, c'était beaucoup moins, c'était beaucoup moins flamboyant et beaucoup moins sexy. Mais Hugo Mola dégage un peu ça, quoi. Ce côté un peu, voilà, serein. On le voit jamais hurler non plus sur le banc de touche. Il dégage vraiment de la tranquillité, les mecs, quoi. Bah, il aime bien en plus l'enlever la pression avant les matchs. Hugo Mola, avant dans les conférences de presse, on le voit bien qui arrive toujours à dire, parce qu'on a beau dire que le Stade Toulousain était écrasant cette saison, il arrivait toujours à nous dire que Clermont était favori, que Bordeaux était favori, que La Rochelle était favori. Et bon, je sais pas si ça y joue, mais c'est vrai en plus là maintenant je parle après coup, après avoir vu la finale de top 14, donc peut-être que s'il y avait eu qu'à la fin de la Champions Cup, je t'aurais dit je sais pas si c'était pas 50-50 avec La Rochelle, mais là si je prends en compte le championnat et la Champions Cup, évidemment que ce doublé il est 100% logique, et que c'est embêtant, quoi. Tu joues Toulouse, tu leur laisses des miettes, eux, ça fait 3 points, toi tu batailles pendant 10 minutes peut-être devant leur ligne de but, tu galères, tu mets 0 points, eux ils sont pragmatiques. Je pense que ça doit être écœurant de jouer contre une équipe comme ça, et quand tu vois que les mecs ils ont jamais peur, ils sourcillent jamais, ils doutent pas, tu peux rien faire face à un rouleau compresseur pareil. Après, tu parles du statut de favori, mais honnêtement, autant la finale de Champions Cup, ok, mais alors la finale de Top 14, quand je vois la compo qu'on part avec un Malia à l'aile, Keno sur le banc, mais j'ai vraiment eu peur. Hein. Et je comprends en soi que Mola, sur ce match-là, ait dit bon, on n'est pas favori parce que avec les blessés et tout, c'était tendu, ouais. Quand même. Tu m'aurais dit on n'est pas favori, d'accord, mais on est loin derrière. Ah voilà, non, ok. Il a dit ça, il a dit c'est pas du 50-50, il dit on est loin derrière, mais après c'est le jeu, je vais pas le reprocher. Non, mais c'est là où il est très fort, c'est comme Christophe Furios, en fait toute la semaine on ne parle que du Gomola, de ses déclarations, comme le fait Furios à Bordeaux, on ne parle jamais des joueurs ou très peu des blessés. Ouais, mais il est bon dans la com, Mola. C'est du Olas de l'OL de la grande époque, quoi. Avec la croix derrière, c'est travail, hein. Il a fallu, je pense, chercher des ressources mentales et des ressources autres que notre rugby pour aller chercher cette qualification en finale. Mais moi, je pense pas que ce soit du 50-50. Je pense qu'on est bien loin derrière. Ok, bon, ben parfait pour Toulouse. On en reviendra justement un petit peu sur la finale quand on parlera du top 14 justement. Donc Toulouse largement au-dessus, du moins en Coupe d'Europe. Là, on va parler un petit peu de La Rochelle, qui c'était la première fois tout simplement de leur histoire. Donc La Rochelle qui est arrivé il y a quelques années en top 14, qui gravit les échelons à vitesse grand V et plutôt bien. Première finale de leur histoire, première demi-finale. On parlait justement de ce match, de cette demi-finale assez exceptionnelle contre le Leinster où ils étaient donnés perdants largement. Au final, ils s'imposent 32-23 dans un très très gros match où ils reviennent un petit peu de loin, ils ne lâchent pas. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux maintenant sur la scène européenne ? Est-ce que justement ils vont être capables de reproduire ces prestations-là au fil des années ? Va falloir attendre de voir ce que ça donne sur le début de l'année prochaine, parce que sans j'ai oublié son nom, celui qui part à Clermont. John O'Gibbs. Voilà, ouais. Sans John O'Gibbs, juste avec Ronan O'Gara, j'attends de voir avant de me prononcer, parce que ça peut être soit on bascule sur le style de jeu que proposait Ronan O'Gara avec les arrières chez les Crusaders, soit un nouveau style où il va un peu mixer avec celui de John O'Gibbs, mais je sais pas trop, donc j'attends de voir perso. Moi, je suis assez mitigé aussi. J'aime bien prendre le rookie wall en basket là, un rookie très bon qui se prend un mur, qui se prend un peu un mur en cours de saison. J'attends de voir. La deuxième saison est toujours un peu galère. Il y a beaucoup d'attentes. On va vraiment attendre La Rochelle. On va cibler encore plus Skelton. On va cibler encore plus Antonio. Les mecs vont avoir le temps de bosser à la vidéo. La Rochelle maintenant pourra plus se cacher, quoi. On pourra plus dire tiens peut-être qu'il y a un doute. Maintenant La Rochelle est favori, fait finaliste de top 14, fait finaliste de Champions Cup. Tout le monde va vouloir un peu se taper les Rochelais. Donc il va falloir aussi faire la bascule psychologiquement et physiquement sur ce point-là, quoi. Ouais, je suis plutôt d'accord avec ça, parce que l'histoire nous l'a prouvé. Quand ils avaient fait cette saison extraordinaire où ils avaient fini premier du championnat, je crois que c'était en 2017, et qu'ils sont éliminés en demi-finale par le drop de Bello. L'année d'après, ça avait été plus compliqué, et il faut voir si on va avoir un contre-coup. Au niveau des transferts, pour l'instant, il y a
je dirais que la grosse perte, c'est Geoffrey Doumerou. Je sais que ça fera sourire certains parce que certains ils le qualifient de All Black, etc. Moi j'aime beaucoup ce joueur, je trouve qu'il est sous-coté. Bon, je pense que dans Bouli Roy justement, le briviste et Jonathan Nanty, bon lui joue plutôt premier centre, ils vont apporter ce qu'il faut au milieu du terrain pour aider La Rochelle. J'attends de voir le recrutement et ouais, j'attends de voir si ça va prendre avec O'Gara. Pour l'instant, c'est compliqué de commencer là-dessus. Ça a l'air de prendre. Hein. De toute façon, ça. Ouais, après c'était déjà un peu le cas les 6 derniers mois. On va pas trahir de grands secrets, mais c'était quand même déjà Ronan O'Gara qui avait la mainmise, sur le jeu et sur le plan de jeu à La Rochelle. Donc, je pense qu'il y a pas vraiment d'inquiétude à avoir dessus, mais ouais. Au niveau des transferts, en tout cas pour l'instant, il y a pas de quoi s'inquiéter, hein, pour moi. Moi, j'attends juste de savoir qui va remplacer Doumerou parce que c'est pas un grand attaquant, c'est pas un mec qui va être très spectaculaire, mais défensivement, je me demande bien qui va pouvoir le remplacer pour le poste. Hein. Bully Ruarion est un joueur monstrueux, quoi. Enfin, j'imagine que vous l'avez vu aussi. Oui, mais oui. J'attends de voir quand même, parce que s'adapter au système Rochelais, c'est compliqué parfois. Ah, je pense que c'est compliqué de remplacer Doumerou, parce que c'est le mec, quand il est à côté de toi, je pense que tu trembles pas, et en défense, c'est l'assurance touriste qui te rattrape les coups. En attaque, tu sais que s'il y a un bon ballon, il va te le donner. Bon, il fera moins de percées que Raymond Roule, par exemple, c'est sûr. Ou que Bouli Roy, mais ouais, c'est peut-être plus de sérénité, mais peut-être que Bouli Roy apportera un peu plus de folie et de fulgurance pour compenser. Très bien. Eh bien, écoutez, on va terminer ce chapitre européen avec Montpellier, un visage différent par rapport à ce qu'ils ont montré en championnat. Après, on l'a dit qu'ils ont bénéficié, si on peut dire, du Covid pour se qualifier sur tapis vert sur plusieurs matchs. Est-ce que l'arrivée du coach a joué dans cette Coupe d'Europe? Après, c'est sûr qu'on va retenir les titres, mais qu'est-ce que vous pensez de leur parcours? Honnêtement, on passe d'un truc cataclysmique à un truc pas trop mal. On peut pas dire que c'est génial leur fin de saison, hein, parce que même s'ils ont un bon niveau de jeu, ils ont été bons sur 3 matchs, quoi. Vraiment sur la fin. Ouais. Ben, ils gagnent contre Trévise, ils vont gagner à Basse et ils gagnent la finale contre Leicester. Et la victoire étriquée un petit peu à chaque fois en plus. Alors étriquée mais avec caractère. C'est là où on peut pas dire qu'ils ont mal joué parce que ils sont quand même un peu sortis les doigts. Ils ont quand même réussi à faire des matchs corrects, à faire des performances correctes, surtout en défense. Hein. Je pense que le match contre Basse, c'est la meilleure évidence pour montrer ça, parce que je crois que j'avais plus les chiffres, mais il y a un truc où il reste 5-6 minutes devant leur en but et ils craquent pas. Et je crois que Basse repart avec 0 points, donc c'était assez impressionnant. Mais après, pour Montpellier, le titre est mérité, on va pas dire le contraire, mais c'est trop tard, quoi. C'est un peu trop tard pour les considérer grands champions. Moi, je pense qu'il s'est passé un truc à Montpellier sur la fin de saison là. Justement, cette finale, il y a toujours eu toujours eu des clans un peu français, sud-africains, etc. à l'époque avec Jack White. Enfin bon, c'était un peu le merdier. Il y avait vraiment deux équipes séparées à Montpellier. Là, on a senti qu'il s'était passé un truc. Tu parlais de Basse, effectivement. Tu tiens pas 10 minutes sur ta ligne défensive si ton groupe vit entre guillemets pas bien, quoi. Oui, s'il y a pas de cohésion, c'est mort. Hein. Ça prouve que chacun a voulu tirer un peu dans le bon sens. Je pense aussi que PSA a sauvé sa tête. Ou une bonne partie de sa tête avec ce titre. On parlait beaucoup de Franck Azema, on parle plus du tout de Franck Azema à Montpellier. Et je sais pas, je me dis que Montpellier a peut-être créé quelque chose pour l'année prochaine, en consolidant PSA, en créant vraiment un vrai esprit de groupe, une vraie cohésion. Mais après, heureusement qu'ils sont un peu séparés de ce clan sud-africain, hein, parce que sinon, s'ils se séparent pas, c'est mort. Hein. Là, sur la compo qu'ils avaient face à Leicester, t'as 3 Sud-Africains sur la feuille de match. T'as Goossen, t'as Serfontein et t'as Willem C qui sont les 3 qui sont nécessaires. Hein, moi, j'aurais peut-être mis... Non, même pas. Je suis toujours fan de Reinach, donc je l'aurais mis tuteur. Mais sur ce match, avec quand même Payot qui a fait une énorme performance. Mais bon, après, t'as quand même 5 Sudaf sur le banc. Sur 8 joueurs, ça fait quand même beaucoup. Donc, mais est-ce qu'ils ont peut-être trouvé justement la bonne formule pour combiner un peu tout ça, quoi? Ouais. Moi, je suis d'accord, je pense qu'il s'est passé quelque chose parce que de toute façon, PSA avait dit quand il est arrivé qu'il arrêtait à la fin de la saison, qu'il entraînerait plus. Et il va entraîner. Et il a dit qu'il
qu'il allait continuer finalement. Donc c'est qu'il s'est passé quelque chose. Il a senti, si tu sens que c'est la merde, que c'est le bordel dans ton groupe, tu dis je m'en vais. Là, s'il décide de rester, c'est qu'il a vu qu'il y avait des bonnes choses. Et il y a un truc tout bête aussi qui me fait dire qu'il s'est passé quelque chose, que les mecs s'entendaient bien. C'est le truc qui marche de la 4e série au top 14, c'est les cheveux peroxydés quand t'arrives en phase finale, que tu joues une finale. Ça, c'est le truc, ça veut dire que les mecs s'entendent, ils ont envie de rigoler ensemble, de garder des souvenirs. Et là encore, pour parler de l'année prochaine, moi je trouve pour l'instant l'activité sur le marché des transferts du MHR intéressante. On verra, parce que ça avait l'air aussi pas mal avant le début de la saison là. Mais ouais, Dakuvaka pour apporter un peu de puissance, du Doumerou justement pour apporter lui de la sérénité au milieu du terrain, et Tolègne qui n'a que 27 ans, qui veut se relancer. Zach Mercer aussi, je pense que ça doit te parler, Gauthier. Ouais, Mercer, c'est sans doute la meilleure recrue avec l'Aomapé du championnat. C'est pas aussi impressionnant que l'Aomapé, mais c'est très très bon en 3e ligne, et c'est très très chiant à plaquer pour les adversaires en général. Et Paenga Amosa aussi, ce talonneur des Reds. Bon, s'il arrive à lancer en touche, à se plier à la conquête du top 14, parce qu'on a vu que c'était compliqué pour Douéba, par exemple. Bah, Douéba, le truc, c'est que j'ai pas eu l'impression qu'il avait la confiance de Rios. Donc je pense que c'est chiant pour s'intégrer. Mais par contre, Paenga Amosa, dans la forme où il est en ce moment, ça va être royal, hein, pour Montpellier en première ligne. Sans oublier, je viens de le voir, Joshua Vici, qui était à Colomiers, qui te fait des saisons aux petits oignons, un finisseur super intéressant. Honnêtement, là pour l'instant, l'équipe de Montpellier niveau transfert, c'est super bon pour la saison prochaine. Ouais. À part Amadash peut-être, enfin je sais pas s'ils vont le remettre en forme, mais ouais, sinon ça a l'air intéressant. Et moi il y a un joueur aussi, c'est une énigme un peu, c'est Ivan Reyak. On l'avait vu pas mal la saison d'avant. En début de saison aussi, c'était pas mal, et on l'a plus du tout vu. Après, il avait du mal il a fait les matchs avec les espoirs en semaine, là, les matchs que personne ne voulait faire. Il avait pas une blessure qui traînait? Je sais pas, peut-être qu'il y a eu une petite blessure, mais je pense que il a eu un souci lui aussi cette saison, et j'attends de voir s'il va retrouver un bon niveau, parce que bon, on parlait de lui dans les groupes du 15 de France au bout d'un moment. Ouais. Et à noter aussi la retraite de Caleb Timou à seulement 27 ans. Ouais, ça veut dire que la saison, ça a pesé, quoi. Ça a été un excellent joueur, 27 ans à peine. C'est pas pour les commotions qu'il a pris sa retraite? Je crois pas. Enfin, faudrait vérifier, mais il me semble que il en a marre, quoi. Je sais pas. C'est dommage, parce que c'était un très très bon joueur avec les Reds. Alors, j'avais pas trop compris pourquoi il avait pris. Je crois que. Dis-moi. En début de saison, ouais, c'était un des rares qui faisait avancer Montpellier quand c'était la catastrophe avec Vincent Martin aussi. Vincent Martin d'ailleurs qui va rejoindre le BO. Ouais, il a signé là. Ça a été officialisé il y a 10 minutes, je crois. On parlera du BO tout à l'heure. Ouais, on est dans l'actu, on est à feu. Bon, ben merci beaucoup messieurs pour cette partie européenne. On va pouvoir conclure là-dessus. Donc victoire de Toulouse et de Montpellier. Donc maintenant on va repasser sur le top 14 tout simplement, la finale de la saison 2020-2021. Avec, on en a un petit peu parlé, une finale remake de la finale de Coupe d'Europe entre Toulouse et La Rochelle. Peut-être pas aussi spectaculaire qu'attendu, mais souvent c'est ça, c'est une finale. L'important c'est le résultat. Un bras de fer remporté par Toulouse, qui réalise donc ce doublé historique. Comment on peut, est-ce que ce doublé, comment on peut le qualifier un petit peu? On savait, donc vous avez parlé des déclarations un petit peu du Gomola, souvent qui essayait de faire baisser la pression en disant que Toulouse n'était pas favori. Comment analyser tout simplement ce doublé aussi, notamment en top 14 où ils ont été premiers quasiment toute la saison. Ils ont vite accroché la première place sans jamais la lâcher, malgré les doublons, malgré les équipes de France, malgré le Covid, malgré la longue saison. Que dire sur ce doublé, sur ce titre, ce 21e bouclier de Brennus? On parlait des déclarations de Hugo Mola, on peut parler aussi des déclarations de Guinoves qui disait que le doublé Coupe d'Europe championnat était impossible. La fameuse. Donc je sais pas si lui aussi c'était pour enlever la pression, mais voilà, Hugo Mola l'a fait démentir. Bon, il y a d'autres équipes qui avaient réussi le doublé avant, Toulon et Saracens, je crois. Ouais. Mais oui, c'est incroyable, et surtout au terme d'une saison pareille, parce que ça a été la galère des Covid, des matchs en semaine, un
un nombre de doublons, je crois qu'on en a jamais eu autant entre l'Autumn Nations Cup et le tournoi. Et les deux tournois, le tournoi de 2020 à finir et le tournoi 2021. Ouais, et quoi qu'on en dise, Hugo Mola, il fait un super boulot. Surtout quand on se rappelle que dans ces premiers mois, il y avait des supporters toulousains qui faisaient des pétitions pour que s'en aille. La bonne époque. Ben voilà, le travail paye. Je pense qu'il est vraiment pour quelque chose là-dedans, et la nouvelle génération du Stade Toulousain, franchement, laisse rien augurer de bon pour ceux qui font partie de la mafia cassoulet et qui détestent voir Toulouse gagner. Parce que là, je sais pas comment on va faire là. C'est vrai, niveau chiffres, c'est 36 matchs cette saison pour le Stade Toulousain, la plus longue saison de l'histoire. Ouais, 36 tout matchs, simplement. putain. Ouais, puis t'as raison, c'est la merde parce que les espoirs sont champions de France aussi, quoi. Ouais, on a plus, fait le triplé. On a fait le triplé. C'est qui les patrons? Ouais. Je pense à Baptiste Germain qui a soulevé un Brennus, un bouclier de champion de France Espoir et une Champions Cup. Bon, ça va, Après c'est pas mal une pour saison démarrer une arrivée. Et dire attends, c'était qui? C'était Laurent Marty qui regrettait qu'il soit parti. Ouais. Il a fait le meilleur choix de sa carrière, l'autre. Le doublé justement, donc en France, Toulouse l'avait déjà réalisé en 1996, bon dans des conditions un petit peu différentes où la finale était la finale de Coupe d'Europe était en janvier. Et Toulon, il n'y avait pas les clubs anglais. Et il n'y avait pas les clubs anglais en plus, donc c'est vraiment un contexte. C'est Brive qui a gagné. Le CAB, la première. C'est Brive qui a gagné la première, exactement. Il faut le Évidemment. rappeler à tout le monde. Mais par contre, Toulon avait réalisé ce doublé en 2014. Parmi les deux, lequel est bon, les deux performances sont quand même remarquables, exceptionnelles. Lequel est le plus prestigieux? Parce que Toulon, là où ça a été fort, c'est qu'ils ont enchaîné les deux finales en une semaine, il me semble. Et Toulouse, là, c'était une saison à rallonge. Il y a eu un petit peu de temps entre les deux finales, mais voilà, on a énuméré les nombreuses péripéties qu'ils ont traversées. Lequel des deux doublés on peut mettre au-dessus de l'autre? Bah, le truc, c'est que le titre de Toulon les titres de Toulon 2014, c'est mérité, et c'est heureusement qu'ils ont eu ce prestige-là, parce qu'avec toute la thune qu'ils ont dépensée pour avoir les stars, honnêtement, tu l'as pas. Mougelal, il tient pas longtemps. Hein. C'est con à dire, mais le Toulon de 2014, il y a un mérite, mais pas le même que celui du Stade Toulousain où t'as, je trouve, plus de mérite parce que il y a plus de joueurs formés au club, parce que il y a plus de conditions dures, il y a plus de, j'ai envie de dire, il y avait plus de difficultés que celui de Toulon en 2014. Après, c'est mon avis, mais. Moi, je suis d'accord avec ça, moi. Comme tu dis, Toulouse, tu construis ta saison en t'appuyant sur des joueurs comme Dimitri Delibes, Célevasio Tolofua, des Mathis Lebel, des mecs formés au club, des Romain Tamac, des Baptiste Germain, bon, pas formés au club forcément, mais des jeunes que tu choisis de recruter. T'as une première ligne entièrement de jeunes. T'as Baye, t'as Marchand, t'as Aldeguerri, t'as Castex. Ouais. Non mais oui, je pense que comme on l'a dit, c'était la saison la plus longue de l'histoire, donc Toulouse a sans doute plus de mérite, et je vais pas rejoindre Hugo Mola sur le fait que Toulouse était pas favori, mais t'es moins dominant que Toulon. Je veux dire, Toulon dans cette période-là, il gagne la Coupe d'Europe 2013, 2014, 2015, ils écrasent tout le monde presque en Europe. Toulon, c'est vraiment l'apogée du rugby champagne. Hein. Ouais. C'était les galactiques. C'est vrai que ça paraît très loin en fait, quoi. C'était il y a 7 ans et t'as l'impression que le rugby a clairement changé de cap depuis 7 ans, quoi. Tu te rends compte, le dernier exemple, aujourd'hui, si on te dit que t'as Tiusbord qui fait une passe à Wilkinson, qui fait une passe à Nonou, qui fait une passe à Guito, t'as l'impression d'avoir 35 ans, tu vois. Donc, il y a Abana sur l'aile et. Voilà, et t'as Drew Mitchell, donc on est où là? Non mais c'est une époque qui est presque un peu révolue, quoi. On se rend compte que maintenant ça fonctionne plus vraiment d'empiler les stars, on l'a vu. Surtout avec le quota GIF, tu prendrais une amende à l'époque de Toulon, 3 fois le PIB des Alpes-Maritimes ou du Var. Non. Ok, ben on va parler du match en précision, cette finale de top 14. On a senti des Rochelais quand même un peu inhibés sur cette finale par rapport à celle de Champions Cup. Est-ce que pour vous on peut parler de non-match Rochelais ou ils ont juste été subjugués par l'enjeu et peut-être le souvenir de la finale perdue en Europe? Pour moi, il y a pas eu un non-match. Hein. Il y avait vraiment le Stade Toulousain en face. Non, la première mi-temps est dégueulasse. Hein. Ouais, mais franchement, qu'est-ce que tu veux faire?
Toulouse rentre dans ton camp, met 3 points, tu repars là-bas, ils ont quand même réussi à des moments, ils auraient dû marquer des points, il y a se fermer de Carvalho. Il y a des moments où t'as Toulouse qui maîtrise, et t'as des moments où La Rochelle perd totalement le sens du jeu, où t'as des choix qui sont pas faits, t'as des décisions qui sont pas prises. Sur la première mi-temps, je suis désolé, on n'a pas vu La Rochelle. Là où ils sont un peu réveillés en deuxième mi-temps, et encore, réveillés, c'est un grand mot. Mais la première mi-temps, c'est un non-match total. Hein. Toulouse, je veux bien qu'ils aient la maîtrise et tout, mais le choc de La Rochelle en première mi-temps, c'est dans les annales du top 14. Hein. Ouais, c'est à se poser la question de savoir, de connaître l'état physique en fait des mecs, quoi. Moi, j'ai eu l'impression que les gars étaient cuits avant même de rentrer sur le terrain, quoi. Alors effectivement, ils se sont mis en face, ils se sont pas vraiment échappés, mais on n'a jamais senti cette espèce de surplus de gaz durant tout le match, quoi. Mais il y a à l'image, celui qui est l'exemple le plus marquant, c'est Grégory Aldrich. Je pense qu'il était cramé, il sort à la 45e, 50e. Jamais, que ce soit en équipe de France ou à La Rochelle, jamais un Aldrich même à 80%, jamais tu le fais sortir. À part Deschamps avec Griezmann, mais bon, bref. Ah non. Bon, après, je trouve qu'on sous-cote un peu le match du Stade Toulousain, et parce que ils ont réussi quand même à les contrer devant, et c'était ça la clé du match pour Toulouse. C'était si tu résistes en mêlée, si tu te fais pas concasser devant sur les molles, sur les percussions de Skelton, etc. Eh ben tu vas pouvoir tu vas les contrarier, parce que derrière ils n'avaient pas leur paire de centre habituel. Donc ils ont réussi ça. On a vu Skelton qui a été bien contrôlé, ils ont fait dégueuler des ballons. Et aussi il y a le match affreux pour moi de Dylan Leeds. Il est pas loin de coûter le match contre le Leinster en demi-finale de Champions Cup, parce qu'il a 3 rayons de soleil dans les yeux, il tombe je sais pas combien de ballons sur les coups d'envoi. Et là en finale pareil, bon, il y a un peu de pluie en deuxième mi-temps, mais à ce niveau-là c'est compliqué, tu peux pas. C'est ça la stat impressionnante, je crois, c'était le nombre de ballons perdus, de scoring comme on dit maintenant. Ouais. C'est là que La Rochelle se perd le match aussi, en plus de pas avoir réussi à prendre l'ascendant au niveau du paquet d'avant. Mais je me demande si c'est vraiment pas l'approche de La Rochelle par rapport aux deux finales. Enfin, genre en Champions Cup, on a La Rochelle totalement libérée. Il n'y a pas de pression parce que c'est une compétition un peu funky. On vient là parce que on est qualifié, mais voilà, ils n'avaient pas de pression. C'était beaucoup plus beau à voir jouer. Et j'ai l'impression qu'ils se sont mis une pression, mais de malade mental sur la finale. Mais genre, je sais pas si la pression qu'ils a bouffée, mais j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Hein. C'est possible. Hein. La pression qui les bouffe, parce que t'as le droit, enfin je crois que c'est 2016 ou 2017 la saison où ils font premier de la saison, impérialisme total sur la saison, puis ils se font larguer en demi-finale par un drop de Bello. Et puis là, t'as vraiment l'impression qu'ils se sont dit, bon les gars, nanana. C'est normal. Je pense que Toulouse avait réussi sa saison pour moi avant, même s'il y en a qui pensaient que non. Et La Rochelle, si tu finis sur 2 finales perdues, c'est sûr que tu te dis c'est pas possible. Je pense qu'il y avait plus une nécessité de victoire du côté des Maritimes que du côté toulousain, et ça a peut-être pesé aussi. Et il y a aussi il y a Ouest aussi. T'es moins rassuré quand t'as Ouest qui doit buter, déjà que t'as du mal à marquer. Quand ton buteur il marque pas les points, je pense que ça te ronge le cerveau. Et t'as Colby qui lui il a un pauvre ballon à la 40e minute à 50 mètres, il claque un drop. Moi ça me dégoûterait du rugby. Bah c'est ça en fait. Je pense que en fait ils ont été écœurés les Rochelais d'entrée de jeu. Quand tu tapes dans un mur, tu prends des drops, tu prends des pénalités, tu te fais bouffer devant. Putain, mentalement pour repartir 10 jours après, t'es déjà fait tordre par le même équipe. La répétition des efforts, ça fait mal, quoi. Alors justement, vous parliez des stats, quelques-unes pour un peu illustrer tout ça. Vous parlez des ballons perdus par La Rochelle, c'est 20 ballons perdus sur la finale dans le jeu, contrairement à 9 pour Toulouse. C'est là aussi on voit la différence. 14 touches gagnées sur 18, 34% de possession à la pause et une pénalité sur 4 un coup de pied réussi sur 4 parce qu'il y a une transformation à la fin aussi en coin. Tandis qu'à côté, La Rochelle, Toulouse, empilé avec 100% de lancers en touche. Dupont qui gagne 46 mètres ballon en main. Colby, comme on l'a dit, alors ça fait 13 matchs sans essai, 13e match sans essai, mais à côté il claque un drop de 52 mètres. Et c'est justement les commentateurs qui disaient que c'est une réussite presque insolente où La Rochelle se sortent à un mur, tandis que Toulouse passe tout ce qu'ils peuvent, ils les concrétisent en points, quoi.
Et il y a aussi ce match de Thomas Ramos, que ce soit dans le jeu au pied d'occupation ou le jeu au pied face au perche, drop, pénalité, qui est impeccable. Et t'as l'impression qu'il peut rien arriver à Toulouse. Il leur manque Romain Tamac, qui est censé être le chef d'orchestre. Et Thomas Ramos le supplée à la perfection. Mais tu te dis, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que Toulouse perde une finale? Éteindre la lumière du stade, comme à l'époque, mais bon. Mettre dans le couloir. Même Moscato avec Brive a pas réussi. Hein. C'est ça, mais moi je me suis régalé. On s'est beaucoup un peu pignolé sur la finale de championnat anglais avec 11 essais, etc. Et moi je me suis régalé sur cette finale de top 14, quoi. Parce que c'est une finale où ça se joue un peu tactiquement, on joue de l'occupation, on revient un peu à l'essence même du rugby. C'est là où c'est dommage qu'on compare les deux, parce que chacun a une essence différente. Et si on veut mixer les deux, ça va juste être nul, quoi. La finale anglaise, c'est beaucoup dans le fait d'arriver à marquer, d'avoir un mec qui fait la différence, d'avoir deux mecs qui font la différence sur une action, qui te font de belles passes, qui réussissent leur coup de pied. Et en France, c'est plus dans l'aspect en allant marquer, tu vois. Pas en marquant, mais en allant marquer, où c'est plus intéressant. Ouais, sur la construction du jeu et voilà. tout ça, quoi. C'est plus tactique, ouais. Après, les deux finales, pour moi, étaient légendaires. Mais... C'est vrai que le match de Thomas Ramos a vraiment été au-dessus. Et la déclaration d'Entamac dans les vestiaires, quand il est interviewé à la fin, ça c'est énorme aussi. Ça, quand il dit Thomas est venu me voir avec le maillot numéro 10, il m'a dit tiens, je te le rends, c'est pour toi, c'est le tien. Tu vois, tu remplaces le gars, il fait un match exceptionnel, il lui rend le maillot à la fin, t'as l'impression ils sont tous... Ah ben là aussi le groupe vit bien, et plus que bien je pense à Toulouse. C'est clair. Il y a qu'à aller à l'E4 les lendemains ou sur lendemain de finale et vous le savez. Les photos de Dupont sur une chaise en train de dormir avec les deux trophées sont quand même pas mal. Mais ouais, Toulouse après justement où derrière ils ont su s'adapter parce qu'il y avait pas Ntamak, où il y a Ramos qui passe en 10, mais sur le jeu on voyait notamment un peu ils essayaient de décrypter, où t'avais Colby qui remontait un petit peu plus sur l'aile pour que Ramos repasse dans son fauteuil, on va dire, de 15. Enfin, ils ont vraiment su s'adapter là où La Rochelle n'a pas réussi à contrer justement cette attaque toulousaine, cette défense toulousaine aussi. Et l'occupation au pied de Ramos a été exceptionnelle, elle était très très bonne. Et puis Toulouse a quand même un 8 de devant absolument monstrueux, quoi. Est-ce qu'on a déjà vu Cyril Bay reculer sur une percussion, quoi? Ce type-là est exceptionnel, fait pratiquement que tous les matchs 70 minutes. Tu fais rentrer Tekori pour Arnold, tu fais rentrer Keno pour Tolofoa. Enfin bon, c'est surréaliste, quoi. Ouais. Et en plus, il y a presque plus de difficultés maintenant en mêlée. On a vu, il avait face à lui un côté droit, c'était Antonio Skelton, ce qui est plutôt solide. Et il a même pas reculé. Les mêlées étaient magnifiques. Donc ouais, je sais pas ce qui peut arriver à Toulouse là. Si on prend, t'as 3 ou 4 joueurs, c'est les meilleurs du monde à leur poste. Hein. Si tu prends des Baye, Marchand, Dupont, Colby quand il a son meilleur niveau, Aki, c'est vraiment pas mal aussi. C'est waouh. Colby, par contre, ça devient inquiétant un peu. Hein. Je sais pas. Honnêtement. Alors, je veux bien que les défenses se soient adaptées, mais je pense que c'est la faute d'un briviste tout ça, de Joris Jurin. Franchement, depuis sa blessure à la Crétiliac, c'est vrai que l'action est horrible. C'est vraiment une action à bannir des terrains, mais de tous les terrains. Ah, mais ça on le voit partout et à tous les niveaux aussi. C'est infâme. Bon, ça par contre, ça va. C'est vraiment le Colby qu'on voit cette année. Ça m'inquiète un peu parce que ça me fait penser à d'autres joueurs qui viennent, qui explosent la première saison, et puis soit qui baissent de niveau, soit qui baissent de régime, et t'es là. Au final, il est bon. Il claque un drop parce qu'il y a la vista, tu vois, mais dans l'ensemble du jeu, moi, ça m'inquiète de voir Colby. Écoute, moi, je propose qu'on fasse un échange. On peut le récupérer à Brive. Je vais en parler. Si Toulouse ne veut plus, je veux bien le récupérer. Moi, ça. On aime bien relancer des joueurs souvent comme ça. Pas de souci. C'est ça. Après, en début de saison, il avait encore son niveau vraiment pas mal. Je crois que c'est contre l'Ulster où il fait l'amour à Dale. Et on en vient tellement à attendre ce moment où bam, il met un crochet, il faut un mec sur le cul, puis il s'en va marquer, qu'au final, ça te fait encore plus sentir qu'il l'aimait pas, tu vois. Peut-être que lui aussi a ressenti la fin de saison comme Aldrit. Il avait joué la Coupe du Monde 2019 blessé, je crois. Peut-être qu'il accuse un petit peu le coup là. Et je crois que j'ai vu que Hugo Mola il donnait 1 ou 2 semaines de plus de vacances à ses joueurs. Ouais, on revient sur ça aussi, il est intelligent. Et peut-être que le repos va lui faire du bien. Là, il va rentrer un peu en Afrique du Sud.
Il va rentrer, il va jouer avec les Springboks. Ouais, mais bon, je sais pas, honnêtement, j'essaye de vous trouver. Il y a tout qui va à Toulouse, de toute façon, vous allez pas nous faire pleurer parce que Colby, il a fait 3 matchs moyens. Hein. Non, mais à tous les coups, Colby il revient, il défonce les Lions, ensuite il va bouffer les Pumas et ensuite il va taper les All Blacks. Donc voilà, s'il faut en 5-4 pour rien, mais dans l'ensemble, bon, j'aurais aimé le voir un peu plus percutant avec mon club, merde. C'est pas grave, il y avait Mathis Lebel qui finit pas presque meilleur marqueur du championnat. Tu vois, presque en plus, putain. Il y a toujours, mais tu vois, à Toulouse, il y a toujours quelque chose. Il y a ce joueur qui sort de la boîte, Colby, il marque plus. Ben, derrière, t'as Lebel, il va planter 13 essais. Hop, l'année prochaine, Delib, et l'année d'après, ça va être Nelson Épée. Nelson Épée, ouais. C'est beau, la vie. Hein. Là, ça va être compliqué d'aller chercher Toulouse, honnêtement. Oh, ça reste faisable. Hein. Écoutez, on a parlé de Toulouse, du beau jeu, des belles victoires et des bons joueurs. On va faire un petit point maintenant sur le bas du classement, le top 14. Et le fond du classement, hein, si on creuse bien, on peut trouver cette équipe d'Agen avec une saison historiquement cauchemardesque, seulement 2 points au compteur. Alors là aussi, on va essayer de trouver des arguments. Est-ce que c'est juste une question de niveau ou est-ce qu'il y a autre chose dans ce club, dans ce groupe, qui peut expliquer une débâcle comme celle qu'on a vue? Il y a autre chose. Honnêtement, il y a autre chose. Je sais pas si certains ont vu le reportage 15 que proposait la semaine de la finale. Ouais. Et on voit bien que la gestion, à ce moment-là, il y a des moments où Agen arrive à accrocher quelques équipes où il passe pas loin. Et quand on passe à peu près la moitié de la saison, quand arrive l'hiver, ils accrochent personne. Ils prennent 40 points à chaque match. Le moment où tu vois Gérondeau faire le club en autogestion, t'es là à te dire, mais putain, on est en national ou quoi, là? On est où, là? Ça marchait au début des années 2000 avec le Stade Français qui avait été champion comme ça. Sachant que Camille Gérondeau a jamais été non plus le plus grand stratège rugbystique. Non, mais même que t'es Jérôme Queneau ou Camille Gérondeau qui te fasse la tactique, t'es en train de te dire, putain, on peut pas trouver. Je préfère quand même Jérôme Queneau, si tu me laisses le choix. Ouais. Ah oui, c'est sûr, mais dans l'ensemble, putain, j'ai vraiment l'impression que, tu sais, Agen, c'est un peu tout l'inverse de Toulouse, tu vois. Toulouse, t'as tout qui va bien, la formation, le staff, les joueurs, le groupe, tu vois. Et à Toulouse et à Agen, c'est tout l'inverse, tu vois. Le groupe va mal, le staff, t'as un coach par jour, et les mecs de la formation, ils se barrent dans tous les clubs top 14 parce qu'à Agen, il n'y a pas d'avenir, tu vois. Bah, c'est hyper délicat, c'est un peu comme Brive, ils se font piller, si tu regardes depuis 3-4 ans, tous leurs meilleurs joueurs se barrent, quoi. Ouais. Et tu peux difficilement lutter, tu peux pas leur proposer des salaires mirobolants, et si tu leur proposes, à égal ou pratiquement égal, les mecs se barrent. Moi, je suis assez surpris quand même de cette équipe d'Agen. Si tu regardes l'été dernier, le recrutement qu'ils avaient, Girondeau, Moreau, Butin, Ibitoye, évidemment, tu te dis, putain, en fait, moi, je me dis, merde, Brive va galérer, quoi. Et finalement, bon. Moi, je veux pas faire la balance, mais on avait quelqu'un chez Café Crème Sport qui faisait les previews et qui avait mis Agen 6e. Il se qualifiait pour le barrage il avait tenté son pari fou. Il avait mis 6e. Est-ce que son prénom commence par un C et finit par Iprien? Ouais, c'est ça, c'est tout à fait ça. Mais après, je balance pas, moi, je suis pas comme ça, donc je dévoilerai pas le non, mais erreur de parcours, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Et voilà, donc c'est vrai que, non, mais sans rigoler, sans plaisanter, le recrutement, moi aussi j'avais vu le recrutement de Brive et le recrutement d'Agen. J'ai dit, Brive, ça va être compliqué de s'accrocher, au mieux on fera une place de barragiste, on va se l'appeler avec Bayonne, mais Agen, ça devrait se maintenir tranquillement. Et au final, non, comme tu dis, il y a rien qui allait. Faut reconnaître aussi qu'ils ont eu beaucoup de blessés, que ça a été un cercle vicieux. Autant Toulouse, c'est un cercle vertueux. Ouais, eux, ça a été un cercle vicieux. Mais il y a eu un problème d'envie. Et il y a les mecs qui se foutent sur la gueule après un match gagné, parce qu'ils ont gagné un match, mais c'était par forfait en Challenge Cup. Ils se foutent sur la gueule à Trévise. Ils ont perdu le match à Trévise, je crois. Je crois qu'ils y étaient allés, qu'ils avaient gagné par forfait, non? Ah oui, ouais, en plus. Tu prends l'avion, tu gagnes par forfait. Du coup, il y a les mecs, ils arrosent ça parce qu'ils gagnent pas un match de la saison et ils se tapent dessus. Mais il y a rien qui va. En plus, je suis vraiment pas sûr. Attends, je vais regarder. Il me semble que leur victoire était sur forfait. Oui, mais je crois que Challenge Cup. En Challenge Cup, ils s'arrosent à l'aéroport. Ouais. Oui, mais je crois que c'est parce qu'ils ont perdu, si je dis pas de conneries. Ah, je sais plus, merde. Quoi qu'il arrive, c'est une saison quand même, c'était long. À la fin, on le sentait. Bon, à la fin, ils ont aussi totalement lâché, préparé l'année prochaine. Ça a envoyé les jeunes. Ici qui voit le merdier, qui reste 3 semaines, qui se casse, Ibitoye qui se barre en joker à l'extérieur, à Montpellier. C'était la grosse. Ensuite, il y a les éclats dans les médias, blablabla, tout va mal.
Ça me fait de la c'est peine pas un pour Regisson. entraîneur. Ça fait de la peine pour Regisson. Moi, on a une pensée moi, pour notre confrère de Sud-Ouest qui, pendant 53 semaines, a suivi Agen. Ah, ça devait être passionnant, quoi. Il a fini par faire des pages entières il a un club de ping-pong à Agen qui est en D1. Il a fini par faire des pages sur le club de ping-pong, quoi. Voilà. Il doit y avoir plus de victoires déjà. Hein. Ok, très bien. Agen, donc du coup, saison catastrophique. À l'inverse, on va commencer à parler un petit peu plus de la Pro D2 et des montées. Perpignan, du coup, qui remonte en top 14 après 2 saisons, on va dire une saison et demie, parce que l'année dernière a été coupée par le Covid. Domination nette en Pro D2, ça s'est bataillé avec Vannes, mais au final, c'était Perpignan à l'expérience aussi, notamment qui a pris le dessus. Qu'est-ce qu'on peut attendre de leur retour en top 14? On sait que la dernière saison en top 14, justement, alors on n'avait pas été aussi catastrophique qu'Agen, mais avait fait seulement 2 victoires. Qu'est-ce qu'on peut attendre justement de Perpignan? Est-ce que cette année ils sont mieux armés pour lutter un peu plus dans ce top 14? Déjà, s'ils vont gagner un match, ça va lever la pression d'Agen, tu vois. Oui. Ouais. Maintenant, on va vivre avec cette pression d'Agen quand on a un petit club. Et puis s'ils en gagnent 5, ça lèvera la pression de la saison 2018 où ils font de la merde toute la saison, tu vois. Moi, je pense qu'ils vont descendre, hein, parce qu'ils ont recruté Mike Tadger, normalement, selon le théorème. tu redescends directement. Hein. Ça va, ils n'ont pas Gaëtan Germain. Ils n'ont pas Gaëtan Germain. Faut prendre Darros, sinon, pour moi. Non, après, pour Perpignan, ils ont quand même un très bon recrutement. Hein. Ouais. Ils se renforcent avec Landaro et Teder à la charnière. En plus d'avoir déjà un effectif à la charnière qui est quand même excellent. Alors, à la charnière, ils ont qui déjà? À la charnière, t'as quand même Écochard, Degmash, t'as Rodor derrière, t'as aussi le jeune Joly qui va faire des matchs aussi. Ouais. Bon, Suchier, c'est pas terrible. Andy Suchier, c'est un bon buteur. Il va être là en sortie de banc, il va être bon. Ensuite, par contre, je sais pas qui vont mettre en 10 titulaires, hein, parce que tu me dis de choisir entre Teder, Fernandez et Suchier, je sais pas qui foutre. Hein. Fernandez, s'il se blesse pas, je pense que c'est le meilleur. Alors, ouais. Je pense, ouais. S'il arrive à être régulier et à enchaîner, du moment que Fernandez, mais pour l'instant, je sais pas s'il a déjà réussi à enchaîner dans sa carrière, c'est ça le problème. Mais Perpignan, moi, j'ai envie d'y croire. On va voir comment ça va continuer le recrutement. Tu prends Delgui comme facteur X, Teder à la charnière, Landaro, l'expérience aussi. En première ligne, Mavinga, pour moi, c'est une bonne recrue. Aussi, c'est peut-être un bon pari. Tu prends Arthur Joly de La Rochelle, il fera pas des percées de 50 mètres, mais il a l'expérience, Sambélé, ça devrait tenir. Et après, t'as Tetrashvili qui, après une saison à Agen, tu peux être sûr qu'il va être heureux de jouer au rugby, mais ça va être intéressant, ça. Ouais, et puis on retrouve Aimé Giral aussi. C'est jamais anodin d'aller jouer à Perpignan. Tu sais que tu vas te faire pourrir, tu vas te faire siffler, tu vas te faire insulter. Ça va être le retour du public aussi, peut-être. Ça va être totalement différent dans l'approche aussi des matchs. Ça peut compter au début, quoi. Surtout que cette saison, je les ai trouvés vraiment, Perpignan, c'était impérial. Ils allaient gagner à l'extérieur, ils gagnaient à domicile, ils prenaient des cartons à tous les matchs, parce que ça reste des Catalans. Ils jouaient mieux à 14 des fois qu'à 15. Et même à 13, parfois. Ouais, même à 13, je crois qu'il y avait un match à Béziers où ils prenaient des cartons, ils jouaient avec l'équipe B ou C, ils sont allés à Béziers, jouaient le derby avec Jonathan Best en face, qui attendait que ça de les fracasser, et ils ont gagné assez tranquillement, sereinement. J'espère qu'ils vont arriver avec la même sérénité en top 14, mais faut voir s'il y aura pas cette pression de la dernière saison. Justement, ça avait été une grosse déception. Et pour l'instant, moi, je me base un peu sur le recrutement que fait Biarritz. On en parlera tout à l'heure, mais le recrutement de Perpignan est intéressant, mais c'est peut-être moins intéressant justement que ce que fait le BO à côté, en parallèle. Alors, oui, tu parlais justement de Perpignan qui survole un petit peu. Quelques chiffres aussi, c'est 107 points quand même cette année, 10 de plus que lors de leur dernière montée. Alors un petit peu moins que Lyon qui avait établi les records à 114 et 117, c'est 24 victoires en 30 matchs. C'est la meilleure attaque, tout simplement 89 essais pour 821 points marqués, 504 points encaissés, donc c'est la meilleure défense avec seulement 42 essais encaissés aussi. Et des demi-finales et une finale globalement, largement géré, notamment la finale face à Biarritz. On se rappelle des finales de Pro D2 beaucoup plus compliquées, notamment en tant que bréviste. Et donc voilà, toujours au-dessus au final. Et puis on va maintenant à voir ce que ça donne l'année prochaine. Et peut-être la peur de l'effet Agen ou de leur dernière saison. À suivre ça.
Et du coup, la deuxième équipe qui va rejoindre le top 14, c'est le Biarritz Olympique. Et à l'issue du derby basque, match le plus fou cette année, prolongation, Je tir pense au même but. le plus fou de la décennie. Hein. On peut élargir. Hein. Faut y aller. Oui. C'est vrai. Du coup, Biarritz qui se retrouve en top 14, on n'a pas l'impression que c'est ce qu'ils avaient prévu en début de saison quand même. Hein. Est-ce qu'ils vont pas être surpris un peu de cette montée Bon, honnêtement, je pense que le jeu de Biarritz, ça va être rigolo, mais moi je suis uniquement là pour suivre les déclarations d'Aldiger qui vont être légendaires, je le sens déjà. La guerre des présidents cette année, tu vas en avoir des articles partout. Ça va être régalade sur régalade. Tu peux être sûr que, en plus, comme la plupart des présidents de clubs sont un peu orgueilleux, tu peux y aller. Si t'allumes une mèche, t'as Hiroshima qui te saute à la gueule et t'en as pour une semaine, quoi. Ça va être génial. C'est dommage que Boudjelal ait quitté le top 14. Ouais, ça aurait été incroyable. Hein. On rappelle qu'Aldiger, c'est le monsieur qui crée un partenariat avec Grind, donc une application. Grinder. Pardon. Ouais. Je connais pas bien moi, donc c'est pour ça que c'est une application à rencontre pour les LGBT+, je crois, si je dis pas de bêtises, et qui avait dit justement de Mourad Boudjelal, je l'ai enculé par tous les trous. Donc ouais, ça promet, ça promet vraiment. Après pour la presse, ça va être moins rigolo, je pense. Pour Benjamin peut-être. Ouais. Tant que je dis pas que je travaille à Sud-Ouest, ça devrait aller quoi. Oui, ça devrait aller. Et je pense que mais tu risques d'avoir un peu plus de boulot parce que les journalistes de Sud-Ouest vont te passer les questions à poser parce que comme ils leur répondent pas à eux. Exact. Et on fera comme notre confrère de France Bleu qui a posé la même question et que les mecs répondent. Enfin bon, on est sur. C'est assez délirant. Après, est-ce que Biarritz va monter vraiment? Est-ce que ça va pas être Bayonne sur tapis vert? Non, je dis quoi. Non. Est-ce qu'on va pas faire rejouer le match? Le gars qui balance une bombe comme ça puis qui ferme qui s'en va. Enfin, en vrai, je vais tenter d'ouvrir la saison avec Aldiger sur Twitch. Ça peut être régalade sur régalade. Hein. Ah oui, vraiment. Après le recrutement, par contre, là on peut en parler. Kouridrani qui a été officialisé aujourd'hui. Vincent Martin. Kouridrani, attention. Ouais, avec Saïd. Kouridrani, on en parlait avec Tamerlan depuis longtemps. Kouridrani, c'est vraiment le mec. Là, je sais pas trop parce qu'il est plus en Australie, mais vraiment, Kouridrani, c'est même plus courant alternatif. C'est s'il y a une Coupe du Monde, il y joue, et sinon, bah, c'est le club med, quoi. Ouais, mais... Surtout à Biarritz, quoi. Après, ça va dépendre de dans quel état d'esprit vient Biarritz, hein, normalement. Enfin, non, ce qu'il dit là, il est là pour, je suis là, pour apporter l'expérience et tout, mais s'il vient uniquement pour profiter des bars et de la plage, ça va être compliqué, quoi. Après, Sailly, Spate, Armitage, ils sont venus, ils sont pas venus en vacances, eux. Donc moi j'ai envie de dire. Hermitage, il est pas venu parce que Biarritz lui plaisait, hein. Oui, non mais c'est sûr, mais t'as ces anciens joueurs qui ont un statut quand même et qui arrivent à être bons, donc je pense que lui ça va le faire. Et tu prends Koubeli aussi, ça par contre c'est aussi de l'expérience. Celui j'attends beaucoup, c'est Cronin. Qui nous vient tout droit du Munster. Qui est super bon, surtout pour une équipe en montée, c'est un très bon recrutement. Cronin, c'est un mec super solide en mêlée, il a été titulaire pendant plusieurs années au Munster. Bon, il arrive un peu à un âge où il peut plus jouer les matchs de Champions Cup comme avant, mais pour les matchs de top 14, ça peut être très très intéressant. Il y a Herbani aussi qui arrive, c'est un bon joueur de devoir en top 14 quand il va falloir jouer dans la boue, tout ça, ça va aussi le faire. Hein. Et après, il y a le demi d'ouverture des Harlequins, parce qu'ils avaient vraiment besoin d'un demi d'ouverture. Ça, je sais pas ce que ça vaut, par contre, honnêtement. Alors, c'est bon, mais ça a jamais su s'installer. Donc, il avait Marcus Smith en face, donc va t'installer Marcus Smith. Oui. Ouais, c'est un peu pour ça, je pense qu'il part aussi, mais et Ron, ça va être. Je pense qu'il va falloir quand même une autre recrue à l'ouverture, hein, parce que. Ouais, Gilles Bosque, c'est limite. Non, mais il faut vraiment une autre recrue, par contre, à l'ouverture, parce que sinon, ça va être un peu court pour Biarritz. Ouais, je pense aussi. Alors, pour parler de Biarritz, on va juste une petite dernière, c'est juste un éclaircissement, on va dire. Donc, on sait vous avez parlé notamment d'Aldiger, etc. Est-ce que, justement, quelqu'un peut expliquer un petit peu plus ce qui se passe autour de ce président du club, de Aguilera? Parce que certains ont dû peut-être entendre parler d'une délocalisation carrément à Lille. Alors, quand on sait Biarritz-Lille, voilà. Est-ce que, vous pourriez un petit peu plus nous éclaircir sur le sujet pour ceux, notamment, qui ne suivent pas de loin le rugby? Aldiger, c'est un mec qui, alors, quand Biarritz a été racheté par la famille Gave,
qui est une famille d'entrepreneurs qui a, je crois, le père a une entreprise à Hong Kong, si je dis pas de conneries. Et du coup, ils ont mis Aldiger ils ont mis Aldiger en tant que directeur. Et donc, quand il y a eu des petites altercations entre entre Aldiger et les journalistes, parce qu'ils n'appréciaient pas la manière dont la manière dont les journalistes traitaient le BO et son image, etc. Il a décidé d'en bannir certains, notamment. Alors, je crois que c'est Sud-Ouest et France Bleu. Ouais, Sud-Ouest et France Bleu. J'étais pour le premier match en tribune de presse il y a 2 ans, quand des journalistes étaient censés être refoulés parce qu'il y avait trop de place, alors qu'en fait la tribune de presse dégueulait de place, quoi. Donc les mecs étaient restés dehors, scandale. Enfin bon, c'est hyper nauséabond et même les joueurs en fait. Je pensais que ça aurait pu jouer contre justement Aldiger, contre le BO et contre cette montée au top 14. C'est que les joueurs partagent pas forcément cette opinion, cet avis, mais qui sont rangés quand même derrière leur président. Mais oui, c'était assez nébuleux comme procédé, ouais. Parce qu'après, autant Aldiger, c'est un mec en dehors du terrain, enfin en dehors de toutes ces déclarations, de tout, c'est quand même, moi je trouve, un bon président. C'est quand même un mec. Tout ça, oui. C'est quand même un mec qui connaît le rugby, qui sait que il a une équipe à gérer, il le fait d'une très bonne manière. De toute façon, la montée, c'est pas par hasard. Il a pas tiré sa loterie, il a gagné, mais c'est quand même un mec très intelligent. Après, c'est dommage qu'il y ait ces altercations un peu rédhibitoires avec les journalistes, parce que ça, honnêtement, c'est un mec sympa, tu vois. Ça a pas l'air d'être un mauvais, enfin, c'est un bon vivant, Aldiger, tu vois, c'est pas quelqu'un que j'aimerais pas interviewer. Mais c'est dommage de l'avoir aussi nauséabond dans ses déclarations et aussi arrogant. Ouais, et on disait que les joueurs s'étaient rangés derrière lui. Pour donner encore un exemple de ce qu'il fait, il me semble qu'ils ont une prime pour ne pas parler à certains médias, donc à France Bleu, Pays Basque et à Sud-Ouest. Voilà, donc on pourrait faire un podcast rien que sur lui, sur ses frasques, tout ça. Mais comme dit Gauthier, après au niveau du sportif, du marketing, du buzz, il est vraiment pas mal. Il y a justement ce partenariat là, je pense que ça va apporter pas mal d'argent. Grinder, je crois que du coup qu'on dit, ça va apporter pas mal d'argent au BO. Il fait venir des Kouridrani, des Saïli, des Spate. Il est très fort et il a réussi à faire remonter le BO en top 14, quoi qu'on en dise. Après, il faudra voir la suite. Si tu veux jouer à Lille, ça sera peut-être pas la même histoire. Il s'est frité avec la mairie. Enfin bon, c'est ça, ouais. C'est un personnage hyper clivant. Alors effectivement, on aime ou on n'aime pas. Par contre, de te friter avec la mairie et que les mecs qui te payent, qui te filent 1,2 million de subventions chaque année, il va falloir que Grinder soit bon aussi pour cracher du pognon, parce que sinon, ça va être compliqué, quoi. Après, honnêtement, les mauvaises relations entre la mairie et Aldiger, ça reste un peu de l'intox, hein, parce que je pense, honnêtement, ça paraît difficilement concevable de voir Biarritz jouer à Lille. Hein. Qu'on se le dise, j'ai plus l'impression que c'est pour effrayer que pour autre chose. Mais la mairie, il y a des vrais conflits quand même. C'est vrai que ça va être compliqué. Bien sûr, mais de mettre la pression, c'est encore une fois, c'est pas le bon procédé à mon avis. En tout cas, il y a un match amical. Il y aura le match amical Bordeaux-Biarritz qui se jouera à Lille cet été. C'est encore un de ses coups pour. Il est fort, hein. Oui, mais je crois que Urios adore faire ça parce qu'ils sont en stage à Souston, je crois. Donc les mecs vont devoir se cogner Souston-Lille après le stage. C'est impeccable. Voilà. Nickel. Et ben, du coup, Biarritz qui monte au top 14 et qui prend la place de Bayonne. Bayonne a un court retour en top 14 pour eux. Une saison difficile malgré pourtant des victoires à Toulon et à Toulouse. Du coup, oui, qu'est-ce qui a pu pêcher cette année et qui fait que Bayonne s'est retrouvé dans cette position-là. Ils avaient l'occasion quand même de temps en temps de prendre de l'avance un petit peu sur leurs concurrents, mais justement c'est des matchs un petit peu lâchés, enfin des points lâchés face à des concurrents directs à domicile, à l'extérieur. Qu'est-ce qui a fait que Bayonne descend Ça a été plus dur la seconde partie. La seconde partie de saison a été plus difficile. Je pense à l'image d'un Joe Raouvou, par exemple, qu'on avait vu. Il faisait partie des meilleurs ailiers du top 14 à mi-championnat. Et après, ça s'est compliqué pour lui, et un peu à l'image de Bayonne, peut-être que ils ont accusé le coup. Après, ils peuvent s'en mordre les doigts, que ce soit sur la dernière journée où t'arrives pas à mettre ces 3 points qui te manquent pour
pour faire match nul avec le Stade Français et te maintenir, t'as cet access match que tu peux refaire 10-15 fois dans ta tête, où tu prends pas les points à la 80e minute, tu joues pas le drop, tu peux taper un drop de 10 ou 15 mètres, tu préfères faire des pick and go jusqu'à te faire gratter un ballon par Armitage. Après, je pense que 13e, ils étaient peut-être à leur place au niveau du contenu. Moi, j'ai trouvé que Brive, dans le contenu, c'était meilleur. Pau, il y a de la qualité dans l'effectif. Ils exploitent pas à fond leur potentiel, mais ils étaient pas loin de Bayonne parce qu'ils se sont tapés une saison galère. Et ils sont un petit peu réveillés à la fin. Mais et aussi là où ils peuvent vraiment en vouloir, c'est sûrement au MHR qui lâche le match à la dernière journée et ils défendent pas sur la dernière action, ce qui offre un essai à Pau et mais ils perdent la saison avant quand même. Il y a des matchs qu'ils doivent gagner. Hein. Il y a un match à la maison contre Castres où franchement ils doivent le gagner. Hein. Mais c'est difficile après de refaire une saison parce que tu te dis il y a ce match-là, mais il y a ce match à Toulouse qu'ils doivent jamais gagner s'il y a pas ces histoires de doublons, de matchs en semaine. Ça se complète un peu. Je pense qu'ils étaient un peu courts en effectif, moi, en termes de qualité. Ils avaient 18, 20 bons, 20 très bons mecs, mais la saison se gagne pas à 20, quoi. La saison, elle se gagne, en plus avec le Covid, en plus une saison à pratiquement un an, elle se gagnait à 40, quoi. Et je pense qu'en termes de qualité pure, c'était un peu limite, Bayonne. Eh on a fait un petit peu le tour justement sur donc les champions, les descentes, les montées. On va faire maintenant un petit bilan, on va dire, sur certains matchs clés, certains joueurs clés. Est-ce que si vous deviez retenir un match, peut-être le plus beau de cette saison, de cette année en top 14, alors on a parlé du derby du Biarritz-Bayonne, c'était le match surtout par le scénario. Niveau du jeu ou niveau de la saison, quel match t'as à retenir? Quel match vous retenez? Moi, j'en retiens 2 personnellement. Il y en a un, c'est un peu personnel, du coup, c'est le match Brive-Montpellier. Au niveau du spectacle, on a Brive qui fait une première mi-temps catastrophique. On pense que Montpellier va se relancer en top 14. Ils mènent 19-0, je crois, à la mi-temps. Et ils reviennent en fin de match. Mais je pense qu'il y en a peut-être d'autres qui vont vouloir en parler. Donc, je vais parler d'un autre match. C'est le Bordeaux-UBB au Michelin, où l'UBB l'emporte 37-36 avec un essai de pénalité, je crois, pour finir la rencontre. Où il y a un plaquage de Raka sur... Alors, Clermont UBB, oui, tu as dit Bordeaux UBB. Clermont UBB, oui. Clermont UBB, ouais, c'est mieux. Oui. Clermont UBB, il y avait eu 37-36, du coup ça avait été un match un peu spectaculaire, avec 7 essais, et on avait eu un scénario haletant à la fin, avec l'ASM qui mène 36-29 à 5 minutes de la fin, et ils nous offrent une fin de match dont seuls eux et Montferrandais ont le secret. Ils arrivent à prendre une pénalité et un essai sur la sirène et à se perdre le match 37-36. C'était un des matchs les plus spectaculaires. Après, j'en ai pas beaucoup en tête, honnêtement, à part celui-là. Pour le drama, il y a Pau-Montpellier, je pense. La première journée? Non, la dernière. Ah, la dernière. Pour le drama, c'est juste beau, genre le truc où ils vont gagner à la 83e, blablabla. Ouais. Ensuite, ils enterrent Bayonne, qui... globalement, moi, la dernière journée m'a beaucoup plus marqué que d'autres. Hein. Il y a eu de l'enjeu tout, il y a eu des enjeux partout. Ouais, il y a un match où il n'y a pas eu d'enjeu, quoi. Le reste, c'était partout intéressant. Après, forcément, l'access match, je vois pas comment on pourrait pas le citer. Et après, pour la beauté des matchs, par ça, les demi-finales n'ont pas été particulièrement transcendantes. Les matchs de barrage non plus. Donc, c'était une saison... moi, je pense toujours à ce match où je pense à un des plus beaux matchs que j'ai vu. C'était Toulouse-Clermont. Je crois que c'était de l'année dernière. Où t'as 44-47, je crois. Voilà, un match, mais t'en prends plein la gueule de tous les côtés, des essais, des gestes spectaculaires, des crochets, blablabla. Et ce genre de match-là, j'en ai pas vu cette saison. Des matchs qui, avec beaucoup de points, peu de défense, mais beaucoup de spectacles. Ou alors c'est fait, et avec ce niveau surtout, parce que il y avait un niveau quand même qui était très bon, hein. Et j'en ai pas vu cette année, tu vois. Il y a eu le Clermont-Toulouse en première journée aussi qui était pas mal au niveau du spectacle, où Toulouse met un essai de 100 mètres avec une passe entre les jambes. Ouais. Celui-là aussi était pas mal. Ouais. Après, c'était pas le niveau celui de l'année dernière était quand même assez exceptionnel. Benjamin, match
Je vais pas revenir sur. Il y avait évidemment ce Brive Montpellier avec ce scénario, et puis la petite anecdote, c'est qu'il y avait donc PSA était dans les tribunes derrière nous, juste dans la tribune de presse. Il y a 19-0 avant la pause. Pau, Montpellier a une pénalité pour faire 22-0 à la pause, et donc Saint-André demande les 3 points. Sur le terrain, on les prend pas. Saint-André est complètement jobard. Il saute de partout, il insulte tout le monde dans la tribune de presse, et il dit putain, on va se faire baiser. Il passait à 7 essais transformés, il dit on va se faire baiser. À la fin, force est de constater qu'il avait vu le match avant, ils se font avoir 23-22. Brive qui s'est incliné dans son oreille 3 fois en 6 matchs à domicile. Ils ont l'occasion d'avoir enfin un ratio positif. Ils jettent leur dernière force dans la bataille. Vous entendez la sirène. Si le ballon sort des limites du terrain, c'est la fin du match. Et Julien Blanc qui expédie ce ballon dans les tribunes de Bénédicte. Le succès du CA Brive qui s'impose au bout du bout à 2 petits points grâce à un essai du paquet d'avant. Incroyable solidarité de Brive qui s'impose. Moi, j'avais ce match de Brive, évidemment, à Castres. Ah oui. Magnifique. 22 décembre, Brive est mené 26 à la pause. Ouais. Se joue beaucoup de choses à ce moment-là dans la saison du CAB. Ça peut basculer dans le sale, et finalement ça bascule pas dans le sale. Il renverse la vapeur, il se relance complètement, et en même temps ça relance Castres aussi, qui vire un peu Reggiardo. Broncan reprend un peu les commandes, et finalement en fait Castres est aux portes du top 6, et ça part de cette défaite contre Brive, et Brive à contrario se relance et va chercher vraiment son maintien sur ce match-là, parce que ça aurait pu basculer dans le drama aussi du côté du stadium. Et justement, dans la course au maintien, il y a eu plusieurs matchs comme celui-ci pour chaque équipe justement qui jouait le maintien. Il y a également pour Brive la victoire avec le bonus face à La Rochelle, bon, même s'ils avaient fait tourner. Et oui, et justement, donc Brive, quel match vous retenez aussi du maintien? Donc Pau, peut-être celui de la dernière journée. Est-ce qu'il y en a un autre aussi? Vous avez souvenir? Celui où Bayonne va gagner à Toulouse. Moi, je pensais vraiment que Bayonne était bon. Ils vont gagner à Toulouse. Je me fais c'est bon, on s'en fait plus. Ça va être Pau qui va descendre. Puis putain, t'es là à la fin de saison. Bon. Après, il y en a d'autres peut-être comme match, mais celui-là m'a paru très. Il y a vraiment cette dernière journée, comme tu dis, ça se joue à quoi? Ça se joue, t'obtiens une pénalité de 50 mètres, Germain, il met 3 points, ça fait 12-12, c'est plié, Bayonne est maintenu, ou il suffit que Montpellier décide de défendre un minimum et de pas laisser Pau marquer à la 83e sur une passe au pied, un peu venue d'ailleurs, et ouais, c'est tellement long, et cette saison a été tellement particulièrement longue t'es entraîneur de Bayonne, tu peux la refaire 30 fois dans ta tête. Hein. Et justement, on a parlé des matchs. Au niveau des équipes, est-ce qu'il y a des équipes qui vous ont convaincu, des équipes qui vous ont déçu cette saison? Du bon côté, on a parlé évidemment de La Rochelle et Toulouse. On peut peut-être citer la saison de l'UBB aussi, qui a peut-être convaincu certains. Et au niveau déception, des équipes comme Lyon, comme Toulon, qui ont peut-être pas été, Toulon Lyon, et Lyon, je pense qui ont que pas c'est été au niveau. l'équipe la plus décevante de la saison. Lyon et Montpellier, ça se joue à Montpellier quand même. Non, mais Montpellier va chercher le titre, donc perso c'est Lyon, parce que le ratio staff effectif est moyen par rapport à ce qu'ils obtiennent. T'es là, mais Mignoni, je sais pas si c'est vraiment la faute de Mignoni, mais putain, Lyon a quand même bien déconné cette saison. Je sais pas si c'est la faute de Mignoni ou que tu joues avec Jean-Marc Doussin à l'animation pendant une grosse partie de la saison, en 10. Jean-Marc Doussin en 10 en 2021. Ouais, mais tu mets qui à la place de Wieniawski, quoi. Ouais, mais heureusement ils sont allés chercher Sopoaga parce que moi il y a un certain centre qui s'appelle Pierre-Louis Barassi qui a grandi à Narbonne, qui a découvert à Toulouse là-bas. Non, il viendra pas à Toulouse. C'est chiant ça, merde. Ouais, Barassi, et même Nataille a été fatigué. Charlie Nataille a été fatigué cette saison. Il a moins pesé que d'habitude. Ouais, Lyon a déçu. Moi, UBB, je mettrais pas dans les équipes convaincantes parce qu'on restait sur cette saison 2019 où ils étaient premiers. 2020. 2019-2020, ouais, t'as raison. On a oublié cette année 2020. Ouais, où ils étaient premiers. Et il y a. Après, il perd Radradra, et c'est notre histoire. Il y a Radradra qui s'en va et on pensait que peut-être Ben Lam, qui venait en provenance du Super Rugby, allait être ce facteur X qui allait remplacer Radradra. Et ben on s'est planté.
Même s'il y a eu un petit réveil en demi où il a planté un doublé, on s'est trompé. Il pesait tellement. Enfin, Radradra, je pense qu'à Bordeaux là, il était au sommet de son art. C'était le meilleur joueur du monde à ce moment-là. Mais là, je me rends compte encore plus maintenant à quel point il pesait sur les matchs. Ah oui. Est-ce que le côté convaincant de Bordeaux, justement, c'était justement de passer ce cap, alors on l'a dit, l'année dernière, ils finissent premier, mais malheureusement, Covid, saison arrêtée, de passer ce cap, d'enfin se qualifier en phase finale, d'arriver en demi-finale, aussi première demi-finale de Coupe d'Europe. Est-ce que de ce côté-là aussi, ils peuvent se servir de ça et enfin s'installer durablement dans les 6, parce qu'on le rappelle, ça fait quand même 10 ans, une dizaine d'années qu'ils sont en top 14, et à chaque fois, ils étaient aux portes, 7e, 8e, enfin voilà, est-ce que ce cap-là est enfin passé, ça va les libérer pour les saisons à venir? Il va avoir besoin de renfort, hein. Ouais, sûrement quand même. Urios, il te fait passer un cap. Ouais, il va falloir recruter. Mais je pense que oui, on peut les voir. Quand on voit ce qu'a fait Montpellier, Toulon, Lyon, c'est pas ceux qui m'inquiètent le plus. Même Clermont. Je trouve que c'est faut peut-être plus se questionner du côté de Clermont. Après, dans les équipes convaincantes, moi, ceux qui m'ont le plus convaincu, il y a pas de surprise. Il y a Toulouse, La Rochelle. Il y a la deuxième partie de saison de Castres dont parlait Benjamin avec l'arrivée de Broncan, où ça a été vraiment pas mal. Peut-être la fin de saison aussi juste à Trancé qui a eu un début de saison galère avec le Covid. Et il y a Brive aussi. Honnêtement, franchement, Brive, moi, avant le début de saison, Brive, c'est ceux qui ont fait le recrutement le plus. Ils ont pas recruté en fait. Brive, c'est un peu le plus beau des maintenus en soi. Ils ont pas recruté. Il y a tout le monde qui disait avant ce championnat, c'est la crise, on va galérer, on sait pas comment on va faire. C'est surtout que vous aviez une équipe très jeune, hein. Vous confiez les clés du camion à le 9 géorgien. Lobzanidze. Oui, voilà. Lobzanidze. T'as qui a fait Camille. Ouais, t'as Enzo Hervé. C'est une équipe très jeune, mais d'où moi je me disais, ils sont jeunes, ça va être fiesta tous les jours. Et au final, c'était fiesta tous les jours, mais sur le terrain, tu vois. Ce qui était intéressant. Brive en recrutant Jérémy Davinson, ils ont recruté justement un excellent recruteur, quoi. Il a un carnet d'adresses long comme le bras. C'est là où il est très fort, quoi. C'est que déjà quand il était à Aurillac, il lançait beaucoup de jeunes. Il avait une très bonne relation avec le centre de formation de l'ASM. Là, on essaie de faire pareil un peu à Brive avec le Racing, en prenant pas mal de jeunes. C'est clair. Après, Enzo Hervé, c'est une vraie révélation parce qu'en début de saison, personne met un copec sur lui. Je crois que je dois faire un article en disant que c'est hyper risqué, que il est là par défaut, hein, entre guillemets au début. Holding se blesse, la Rangera est pas vraiment là non plus. Il y a un peu pénurie au poste de 10 et finalement en fait il se révèle complètement, quoi. Ouais. C'est ce qui est beau aussi, hein. Ça aurait pu être la belle surprise, lui ou Julien Blanc de la liste pour la tournée, mais dommage. Ouais. Et après, justement, ce que je disais, c'est que on voit, donc tout le monde dit c'est la crise, on peut pas recruter, notamment le Stade Toulousain, mais bon, c'est pas grave. Et on voit Agen qui recrute Ibitoye, on voit Bayonne qui va chercher Pérezé, qui va chercher Ravouvou, et à Brie on voit personne. Et là on se dit oula, ça va peut-être être compliqué, mais c'était peut-être ce qui était le plus réaliste au vu de la situation. Et au final, maintenant, on continue de s'appuyer sur les mêmes choses. Et il y a eu une belle surprise. Puikovu a été recruté quand même durant l'intersaison. Ouais. C'est bien. Et puis Bituniata, la révélation. Voilà, en fait, c'est ça, la révélation, c'est que c'est Buleru Arua et Bituniata, des mecs qui sont, disons-le, complètement perdus. L'année dernière, ils font 2 matchs, ils sont à la rue complet, et finalement, en fait, personnellement, la famille se ressoude, ils se repassent un truc, et les mecs, Bituniata, tu le vois foncer sur toi, moi je pars directement en cours. C'était impressionnant à la fin de la saison. Honnêtement, c'était même Tuisova, il se serait enlevé en face. Hein. C'est ça. Une percute face à La Rochelle, là. Ouais. Après là, bonne chose cette saison avec Ratouva en deuxième ligne, vous allez rigoler niveau pénalité, un carton jaune et tout. Ah ouais? Ouais, vous allez rigoler. Hein. Par contre, Andrés Zafra. Andrés Zafra, ça c'est une bonne pioche. Très bonne recrue. C'était le seul qui surnageait un peu avec à Agen avec comment il s'appelait, Nathan Descron, et encore Nathan Descron a une partie faible. Alors Zafra qui vient à Brive, c'est régalade. Hein. Ouais, les transferts là, il y en a un peu plus. Ça a l'air intéressant. Même Abadi, ça va. Je pense que ça peut remplacer Julien Blanc, un autre registre quand même que Julien Blanc. Puis les jeunes que vous prenez au Racing sont pas mal aussi. Hein. Dano Varro, il revient en plus. Il était de Brive, il me semble. Ensuite t'as Bost qui est
je me souviens pour avoir vu le match contre Toulouse qui était pas dégueulasse. Ouais, c'est un très très fort joueur. C'est Philippe Carbonneau qui gère les espoirs, qui a beaucoup poussé. Et bon, quand Carbonneau te dit je te veux, ça pèse un peu dans la balance. Mais ouais, c'est un très fort joueur et s'il est très fort, je pense qu'il Laurent Travers, je crois que c'est déjà un petit peu dans les clous. Il vient ferrailler un peu à Brive et puis après ça peut faire la maille derrière. C'est fait l'équipe première, hein. C'est le Garec cette saison. Ouais. Moi, si je dois trouver un problème à Brive, je pense que il faut être meilleur en conquête. Pendant longtemps, Brive survivait en top 14 parce que c'était dur d'aller gagner là-bas. Et là, maintenant, on voit des mêlées qui reculent de 5-6 mètres. Inimaginable à l'époque d'Arnaud Mella ou de Guillaume Ribes, ça. Et là, maintenant, c'est le salut, il passe par le jeu, des attaques en première main magnifiques. Moi, franchement, honnêtement, j'ai pas peur de dire que ça a été, cette année, peut-être la meilleure équipe sur les attaques en première main. Les combinaisons, c'était magnifique et le salut est passé par là. Et peut-être qu'il va falloir vraiment un peu se renforcer dans le secteur de la conquête, perdre moins de touches et gagner ses ballons au moins en mêlée, au moins ne pas les perdre, quoi. Par contre, le mec que j'ai adoré cette saison à Brive, un peu coup de cœur, c'est pas un joueur, c'est le président, Simon Guillam, ou Guillaume, je sais pas comment on dit, Benjamin. Guillam. Ouais. Ça a l'air d'être un amour, hein. À part quand il râle sur Twitter parce qu'on met pas Brive dans les top 5 essais. Oui, c'est sûr. Tous les week-ends, il nous fait le coup. Non, mais ça a l'air quand même d'être un personnage bienveillant. Il a l'air de bien gérer son truc. Il a fait un centre de performance, je crois. Ouais, là où il est très fort, c'est qu'il a créé il y a 10 ans le club des partenaires nationaux, en fait. Qui regroupe des énormes chefs d'entreprise, le chef le PDG de l'Oxam, le bras droit de Vincent Bolloré, Arnaud de Puyfontaine. Il y a des mecs, il y a la famille Dreyfus qui est partenaire du CAB, les armateurs depuis 3 siècles. Il a un réseau parisien qui est absolument monstrueux. Et sur 15 millions de budget, les partenaires parisiens, les partenaires nationaux du CAB représentent 5 millions, quoi. Donc, en fait, c'est absolument astronomique et donc ça c'est vrai que si Simon Guillam n'est pas au CAB, le budget est pas tout à fait le même, quoi. C'est parfait pour la petite transition, justement. On va passer aux questions qu'on a pu recevoir et on va juste continuer de parler du CAB. Donc vous avez commencé à évoquer un petit peu cette saison. Là, qu'est-ce qu'on peut maintenant attendre du CAB l'année prochaine en fonction du recrutement, de ce qui s'est passé? Il y a quand même beaucoup de départs, des arrivées en même temps comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on peut attendre du CAB cette année? Oula. Alors moi j'ai envie de dire que il y a quelque chose qui aurait pu faire pencher la balance. Il y a un moment où je me rappelle au CRC, ils font un débat, est-ce que Brive peut jouer le top 6? C'était Marie-Alice Yaé qui a dit il faut faire attention à Brive. Je pense que ce qui a fait pencher la balance, honnêtement, c'est cette période d'Autumn Nations Cup où on envoie je sais pas combien de Géorgiens, on se prive de je sais pas combien de Géorgiens et de Fidjiens. Si on a tout l'effectif complet, que les planètes sont alignées, mais il faut vraiment beaucoup de si à mon avis pour que Brive puisse jouer le top 6. Simon Guillam joue à la loterie. Ouais, voilà. Et hormis ça, moi je pense que si Brive arrive à se maintenir entre guillemets assez tranquillement comme cette année, tu finis 9/10e, tu te maintiens à... Ouais, j'attends le moment où il va nous dire que Brive devait finir champion. Non. Il y a le retour du public aussi. Si tu maintiens... Oui, ça va peser bien sûr, mais ce sera partout le retour du public. Oui, et... Même si si tu te maintiens à 2-3 journées de la fin, honnêtement, je pense que ce sera une saison réussie. Si tu arrives à t'installer en top 14, ce sera déjà pas mal. Ouais, je pense que je suis complètement d'accord avec toi. On peut pas parler de top 6, c'est absolument impossible. Quand tu vois les équipes qui restent aux portes du top 6 et le budget qu'ils ont, t'es clairement pas invité. Y a pas beaucoup de recrutement encore cette saison là, cette intersaison, parce que les finances, comme partout et encore plus à Brive, les finances sont pas au beau fixe. Je pense que on essaie de tabler un peu sur la continuité pour faire derrière des plus gros coups. Le public va revenir, donc ça va faire évidemment de l'argent dans les caisses, les abonnements, les buvettes, etc. Pour derrière, si Brive arrive à se maintenir cette saison, on pourrait avoir de belles surprises pour la saison 2022-2023 en termes de recrutement justement. Mais par contre, ça passe évidemment. Ça passe par ce maintien. Après derrière, il y a un projet de 4e tribune qui va arriver aussi, qui va rendre le stade encore plus sexy qu'il ne l'est. Il y a de beaux projets qui arrivent, mais d'ici 1 an et demi, 2 ans, la condition c'est de se maintenir cette saison. Ok, donc saison très importante pour le CAB. Charnière. Exactement, ouais. On espère que ça sera réussi pour notre petit CAB. Et on enchaîne avec une autre question qu'on a reçue au niveau du mercato, mais des entraîneurs cette fois-ci.
notamment l'arrivée de Jono Gibbs à Clermont et de Casadei au Racing. Qu'est-ce que ça va changer pour vous, surtout Jono Gibbs à Clermont qui va reprendre les rênes de l'ASM? Oula. Bah, il y avait déjà été à Clermont, hein, donc ça devrait pas être un cataclysme. Mais après, est-ce que ça va les relancer peut-être par rapport à leur performance peut-être en Europe et même en France par rapport à cette année? Bah, les relancer, je sais pas, mais en tout cas, Clermont a juste besoin d'un bon gros coup de pied au cul pour revenir au Clermont supra-dominant qu'il y avait il y a 3-4 ans ou 2-3 ans, tu vois. C'est bizarre Clermont cette année, hein, honnêtement. Ils ont pas un mauvais classement, mais ils sont pas un peu en dessous de là où on les attend, quoi. Ils sont irréguliers dans les matchs et dans la saison, quoi. Ça fait bizarre parce qu'on est habitué au Clermont qui finit toujours dans le top 4 chaque saison depuis 10 ans, quoi, tu vois. Et il n'y a pas eu grand bouleversement, mais t'as des joueurs clés comme je pense comme Fritz Lee ou comme Moala qui sont peut-être un peu moins percutants. Et pas vraiment j'ai pas vraiment l'impression de la percussion, mais genre de l'investissement qui a pas l'air d'être le même. Genre au niveau de tous les joueurs, il y a pas un joueur qui a fait une saison plus bonne que l'autre. T'as toujours l'impression que Clermont c'était soit il gagnera du cul, soit ils se prennent une tronche à l'extérieur. Enfin, c'était Clermont, ça fait bizarre, tu vois, de voir Clermont aussi peu impérial dans le jeu, tu vois. Pourtant, il y avait de quoi, honnêtement. Il y a eu la renaissance de Para, Bézi qui a été parfait quand Para était pas là. Il y a eu Matsushima qui est arrivé, qui a essayé d'amener un peu de folie. Ouais, je sais pas pourquoi ça a pas marché, honnêtement. Moi, j'ai pas d'explication. Ils ont aussi joué pas mal de malchance. Ils ont eu une infirmerie remplie pratiquement toute la saison. Je crois qu'ils font 1 mois ou 1 mois et demi. Ils ont pas un seul deuxième ligne, quoi. Après, je sais pas comment ils font eux pour gérer leur infirmerie, mais genre, je sais pas qui est le docteur là-bas, mais il y a trop de saisons où Clermont ils foutent des espoirs à des postes. Moi, ça me rappelle la saison où t'avais Lopez qui était flingué, t'avais Fernandez qui était flingué, et ils ont fait jouer Dorian. Merde, j'ai plus son nom. Dorian Laverne, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, Dorian Laverne en 10 et. Il apprend ce rugby maintenant. Voilà, et les mecs, je sais pas comment ils gèrent leur infirmerie, mais c'est toujours la même chose avec Clermont. T'as toujours l'impression qu'ils sont trop courts sur les joueurs. Et c'est frustrant parce que, putain, quand t'as tous les joueurs t'as tous tes meilleurs joueurs qui se blessent, que toi, t'es obligé d'aller piocher dans les espoirs, à défaut dans des matchs charnières. Il y a des saisons à Clermont où t'as juste envie d'aller à la buvette et de finir de finir ta carte bleue, quoi. Donc là, j'ai un peu les boules. Je pense que demain, j'aurai encore plus les boules. Et après-demain, j'aurai encore plus les boules. Donc quand je suis comme ça, j'en reviens un peu aux fondamentaux, comme tu dis. Après, tu vois, comme tu dis, il y a peut-être, on voyait moins d'investissement. Peut-être que le discours de Franck Azema, depuis tout ce temps, il passait plus. Peut-être que Jono Gibbs va arriver, il va avoir un nouveau discours, de nouvelles méthodes de travail. Tu vas changer de routine et que ça va réveiller les mecs. Mais sur le papier, tu dois finir dans le top 4 tranquillement. Hein. Je sais pas. En soi, je me fais pas beaucoup de soucis. Je pense que ça va se réveiller. La saison a été peut-être un peu longue aussi pour eux, pour tout le monde. La seule unique pour moi quand on parle des deuxième ligne, troisième ligne, c'est que tu mets en deuxième ligne, tu mets des Yato, tu mets des Lanen et au contraire tes troisième lignes, tu te retrouves des fois avec Vamaina en troisième ligne, avec Van Tonder qui se retrouve lui aussi de troisième ligne. Ça c'est je me suis dit c'est Colazo qui entraîne à Clermont, il nous fait du bricolage, il tente des trucs comme nous sur la PlayStation. J'ai pas, ça c'est le seul truc que j'ai pas compris et que je peux reprocher un peu au coaching clermontois. Et sinon j'ai pas d'explication. Fritz Lee qui avance un peu moins, et Moala aussi qui est moins exceptionnel mais qui fait quand même une bonne saison. Moala il est soft quand même, hein. Alors tout à l'heure je disais qu'il y avait pas Clermontois qui était meilleur que d'autres, mais Moala te fait quand même une saison de fou furieux, hein, par rapport aux autres. Il fait moins de différence, mais il tenait la baraque, ouais. T'as aussi Barak en première partie de saison qui te fait quand même justement, ouais. T'as le mec, il arrive du Seven, tu sais pas trop si il va réussir à tenir, et au final il te sort des matchs super intéressants, il est polyvalent, il sait jouer au pied, il te fait des différences dans les attaques. Enfin, t'es là,
Ils avaient un trou d'air de 20 minutes à chaque fois où dans un match facile ils perdaient le bonus offensif, dans un match où accroché ils perdaient le match. Ils avaient ces trous d'air de 20 minutes. Je crois qu'ils prennent pas le bonus offensif contre Agen en début de saison. Je me rappelle, Veredamou fait un gros début de match, il joue blessé, il marque et je crois qu'ils prennent le bonus assez rapidement et il y a un trou de 20 minutes. Tu prends 2 ou 3 essais d'Agen et tu perds ton bonus offensif. Ça manquait de peut-être ils n'arrivaient pas à se mobiliser. Eh bien, très bien. Donc, de Clermont, on va passer au Racing avec Didier Casadi qui arrive en tant qu'entraîneur des avants. Donc, on le connaît pas mal à Brive. Qu'est-ce qu'il va apporter au Racing justement l'année prochaine? Qu'est-ce qu'il peut apporter au Racing? Du caractère. Ah oui. On va prendre à mettre des grands coups de casque. Ouais. On va pas parler de tactique. On va y aller à grands coups de casque et puis c'est tout. Voilà, il va leur dire. Non, mais déjà il va retrouver son pote en travers. Voilà, ils sont champions d'Europe depuis 20 piges. Ils ont gagné la Coupe d'Europe ensemble. Il a été le témoin de Toto Travers, si je dis pas de conneries. Donc voilà, c'est une vraie amitié. On l'avait eu dans le podcast cette année, justement, Casa, qui nous avait dit que voilà, lui, il voulait pas repartir sur un projet de manager ou d'entraîneur des avants. Ce qu'il voulait, c'était vraiment avoir un truc spécifique. Là, il a le spécifique mêlé. Du coup, voilà, il repart un peu il remet le bleu de chauffe et ce qu'il va apporter, c'est sa technique parce que tous les mecs qu'il a recrutés à Brive, vous vous rappelez les gars, il fait venir des Bekochvili, il fait venir des types, on n'aurait pas mis un centime, c'était des mecs de Fédéral 1, des mecs de Pro D2. Thomas Aki le fait venir, Thomas Aki c'était pas non plus un foudre de guerre, il en fait un bon joueur de top 14, il arrive à cornaquer des mecs sur qui tu pourrais peut-être ne pas forcément compter au début, et pour ça il est vraiment très fort, quoi. Et il va avoir du boulot parce que il y a pas mal de jeunes, des Alios, des Hassan Kolengar et surtout comment il s'appelle, Georges-Henri Colombe qui a lui beaucoup de boulot. Il y a beaucoup de boulot à mêler avant que ça aille mieux. Il va avoir du boulot. Il y a des jeunes joueurs et ça peut être vraiment pas mal. Et si le Racing arrive à avoir une solide mêlée, je me fais pas de soucis parce que derrière il va y avoir du monde pour aller finir les actions. Hein. Ouais, c'est clair. Ça a toujours été son credo de cornaquer un peu des jeunes et puis de les rendre un peu plus vicieux, quoi. Hein. De leur faire gagner un peu d'âge en jouant avec la règle. Voilà. Parfait. Eh bien, écoutez, messieurs, on a parlé de tous les sujets qu'on voulait évoquer aujourd'hui. On va conclure avec un petit quiz que je vous ai préparé. Et donc, on va commencer avec des petites questions statistiques. Alors, je sais pas si vous avez potassé un peu. Si c'est le cas, ça sera facile pour vous. Sinon, il y aura peut-être des petites surprises. Alors, je vais commencer avec un simple vrai ou faux. Est-ce que Louis Carbonel termine devant Camille Lopez au classement des réalisateurs cette saison? Faux. Louis Carbonel devant Lopez? Oui, devant Camille Lopez, ouais. Moi, je dis non. J'ai envie de dire faux aussi. Benjamin? Putain, j'en ai aucune idée, quoi. Tout le monde a dit faux, je vais dire vrai, quoi. Mais... Corentin, une idée? Alors là, j'avoue que j'ai pas d'idée non plus. On va dire un faux aussi. Je vais me ranger du côté de la majorité sans conviction. Eh bien, tu as bien fait, puisque c'est faux. Termine 6e avec 232 points et Camille Lopez 4e 247. On n'en savait rien, à 15 points. Il est pas justement, c'était l'objectif. Et justement, sur ce top 10 des meilleurs buteurs, donc il y a 10 clubs différents et du coup 4 clubs qui sont absents de ce top. D'après vous, on retrouve quel club dans ces absents du top 10 en termes de réalisateurs? Agen, ouais. C'est sûr. La facilité. Brive, on est d'accord. Non, Brive, je pense. Brive également. Montpellier. Brive également. Donc on a Agen, Brive, Montpellier aussi, ouais. Et il vous reste un dernier club. Pau. Ça être en bas. Alors Pau, non. Il y a Astoy est devant. Oui, ah oui, c'est vrai. Astoy, troisième meilleur réalisateur. Quel club on pourrait avoir? Peut-être le Racing. Ah ben Lyon. Lyon à la limite, ouais. Ouais, parce que le Racing est représenté par Maxime Macheneau, 8e, et du coup, ouais, c'est Lyon. C'est Lyon qui est absent de... Putain, ouais, Bebignevski s'est niqué la deuxième partie de saison. Ouais. Et Toulouse qui finit 9e avec Thomas Ramos, 9e du classement. Après, à Toulouse aussi, vu qu'il y avait moitié Ramos, moitié Ntamak, moitié Zach Holmes aussi. Ouais, également, ouais. Du coup, ça a séparé un peu les résultats. Un deuxième vrai ou faux, est-ce que Pierre Bougarit a inscrit plus d'essais que Teddy Thomas cette saison? Vrai. Oh, ils ont l'air sûrs, donc vrai. Est-ce que vous avez les chiffres ou pas? Bougarit, il est pas à 9? Ouais, j'aurais dit 9 comme toi, ouais.
Ouais, 9 essais pour Pierre Bourgarit et Teddy Thomas 8. Ouais. Un seul de moins. Ouais. On a parlé également de Colby, 13e match d'affilée sans marquer. D'après vous, il a marqué combien d'essais sur cette 7 saison? essais. Ok. On a un spécialiste. Je pense qu'on peut rien faire là. Oh, je les ai comptés, je les ai vus 15 fois, je suis obligé de savoir. La deuxième question, vas-y, dis-nous les équipes contre qui il a marqué, quoi. Putain, mec, je m'entends ça. Il les a peut-être. Hein. Il les a peut-être. Non, même pas. La Rochelle, Brive, ça je sais, et après je sais pas. Je crois qu'il y a Bayonne. Il prend un coup de genou contre Brive d'ailleurs en marquant. Ouais. Oui. Ça l'a vacciné après, il a moins marqué. Je crois qu'il y a Racing aussi. Sur les marqueurs, encore, on a un joueur qui finit à égalité avec Aldrit au classement des marqueurs. Un joueur à 10 essais, dont le club est relégué, mais qui reste en top 14. Ah, bah, Émeric Luc. Ouais. Il fait une saison royale. Exactement. Émeric Luc, 10 essais pour lui. Et du coup, il signe à Toulon pour la saison prochaine. Intéressant comme choix. Super recrue. Je pensais qu'il allait rester perso. Hein. Ah, tu peux pas. S'il se maintenait peut-être, mais là. Non, mais je pensais que, je sais pas, le fait de. Même si c'est pas vraiment sa faute, mais de chier la pénalité, il allait se dire, bah, allez, une piste de plus pour aider le club à remonter, quoi. Mais bon. Ouais. Bah, finalement, il va rejoindre Toulon. Et dernier petit jeu, on va faire travailler votre mémoire. On a parlé de La Rochelle, de leur première finale de Champions Cup. Mais La Rochelle joue en 2019 une finale de Challenge Cup contre Clermont, tant pour moi, qu'ils ont perdu. Alors j'ai devant moi la composition d'équipe des deux équipes. On va voir où est votre mémoire. Essayez de me les citer peut-être chacun votre tour. Oh putain. Et pour voir si vous pouvez piocher dans les deux équipes et on va voir. Moi j'ai le nom du 4e et 5e arbitre aussi, s'il y a besoin. Moi j'ai fait il y a pas longtemps, j'ai bossé là-dessus il y a pas longtemps. En première ligne de La Rochelle, tu dois avoir Orioli. T'as Priso à gauche. Et s'il était pas blessé, normalement c'est Antonio à droite. Ouais, on a les 3 premiers de La Rochelle. Il y a les remplaçants aussi ou pas? Attends, il y a le capitaine aussi, Sazi. Sazi, oui. Sazi était déjà là. Tu peux donner les remplaçants, ouais. Tanguy en 5? Non? Ouais, Tanguy en 5. Aldrit, il devait être là, avec Vito. Aldrit, Vito, ouais. Alors, Aldrit, ouais, mais par contre, j'ai pas Vito. Il devait être blessé. Gourdon, ouais. Gourdon est là. Liebenberg? Non? Ouais, on a tous les 5, les 8 de devant même. Balès en les 9. 8 de devant. Non, je crois que c'était Carbarlo. Non. Parce que Ouais, je crois c'est Carbarlo. Carbarlo, je crois qu'il prend un pain à un moment, si je dis pas de conneries. West en 10, parce que je crois qu'il en a manqué. C'est remplaçant, ouais. West en 10, ouais, déjà, il Andreu en 11, peut-être? Ouais, c'est lui. Ah, il y avait... il est parti en plus. À Guillon. À Guillon, ouais. Et Doumerou, du coup. Doumerou. Retière, 14? Retière 14, il vous manque que l'arrière. C'est pas le plus compliqué. C'est pas du lin, du coup. Ah, mais c'est Ratez. Ratez, ouais. Ah, bah voilà. Narbonnet. T'aurais pu me le laisser celui-là. Tu prends trop de temps, merde. Hein. On a les 15 titulaires de La Rochelle et du côté de Clermont, est-ce que vous avez une petite idée des joueurs qui... À gauche, à Clermont. Bah, attends, d'abord, Falgou, je pense. Kaiser. Ouais. Kaiser talonneur. En 3, Slimani. Rabat Slimani. Ouais, c'est lui. 4, Vamaina. Ouais. Edrasiak. Ah, Timani. Edrasiak remplaçant. Timani, je crois. Et ouais, c'est Timani qui était titulaire sur ce match. Ah, mais il y avait Ituria, vu qu'il colle un carton. Ouais, Ituria. Ouais, Ituria. La Penderie, peut-être un 7? Ouais, exactement. Et Fritz Lee, le capitaine en 8. Fritz Lee en 8. Je crois qu'il n'était pas capitaine à cette époque-là. Après, charnière, c'est simple. Para Lopez. Para Lopez, ouais, la classique clermontoise. Fofana était blessé à cette époque-là? Déjà, ouais. Je me demande s'il n'était pas titulaire sur cette finale, si je me dis. Il était titulaire, ouais. Moala qui venait d'arriver en plus de cette saison. Voilà. Raka. Penaud. Ouais. Raka Penaud, ouais. Et à l'arrière, Anthony Floch. Liberorn. Non plus. C'était pas Ben Danon derrière? Non, c'est pas Ben Danon. En 15, qui c'est qu'ils auraient pu nous mettre alors? Penaud, non. Ah, si, putain. Toyava. Trico? Non, j'ai un connerie. Toyava.
Ah C'est lui, oui. exactement. Il avait mis, au final, il avait dit la chatte parce que voilà. Et c'est bien lui. Bien joué, franchement. Il n'y avait pas eu beaucoup d'erreurs. Vous avez été assez c'est allé vite. très rapide. Tous On les peut faire les joueurs. remplaçants si vous voulez. Je les ai là, si tu veux. Mais... Bon, il y Voilà. avait, Il y a Forbes à la il y recherche. avait l'Auvergnat écossais Greg Ledlow Non, pas de Forbes. parce qu'il Ouais, sort Ledlow, et Ledlow il met était des pénals. Hop. là. Ledlow était là, côté Clermontois. Yato, sûrement, sur le banc. Ouais, Yato, exactement. Bah, tout à l'heure, on a dit Gédrasiak, mais il était pas titulaire. Ouais, donc, ouais. Il est sur le banc, c'est ça, ouais. Ouais. Il y avait Nanaï Williams qui sort à la place Nanaï qui Williams. rentre à la place de Toyava. En effet. Et après, bon, par contre, me dis pas Rochelet parce que je sais pas. Si, il devait y avoir Bourgarit. Non, Forbes. Ouais. Non, il y a pas Forbes. Non, c'est Bourgarit. Non, il n'y a pas Forbes. Il devait y avoir Corbel. Kift. Il devait y avoir Dino Kift. Ouais, Kift est là. Mike Corbel. Corbel non plus. Il devait y avoir le meilleur joueur du monde, Jérémy Saint-Zel. Mec le Saint-Zel, plus il est là. polyvalent du championnat. Et notre meilleur joueur, non, bah, tu l'as dit tout à l'heure à la place de Kervarlo, mais le meilleur joueur cette saison à Ouais, Toulouse, Balès. Balès. Non, il n'y a pas Balès. Ah, c'était bon qui le remplaçant en 9? Bah, c'était qui alors? Ah si, ouais, si, Balès est là, Ah. pardon. Oui, mais je crois que vous l'avez déjà dit, du coup, je l'ai vendu. Ah oui. Ouais, Balès, ouais. Bah, après, Lavaux, seconde ligne. non, seconde ligne, c'était putain le grand avec la touffe là qui est parti à. Ah, gros Oui, blanc. Jolmes. Ouais, voilà, Jolmes. Jolmes, ouais. Ah, C'est Jolmes, en effet. D'ailleurs, son dernier match en top 14. Quoi. Ouais. Ah, il y a putain aussi le pilier là qui a fait. Putain, il y avait un article dans le Middle qui est sorti aujourd'hui là. Sur le Twitter du Middle. Putain, il est à Bayonne aujourd'hui. Ah, Pello. Pello. Oui, voilà. C'est un Pello. Oui, Ouais. voilà. Pello. Je l'avais pas. Il y avait Joly aussi sur le banc, sûrement, du coup. Joli, ouais. Il vous reste qu'un seul remplaçant là, côté. À La Rochelle. Ouais. Il est quoi? Il est arrière? Ouais. Qui c'est qu'il y avait derrière? Retier. Il y avait Saint-Zel, il y avait Retier. Saint-Zel, Balès. Non, le Retier était titu. Saint-Zel, Balès. Bah, Botia? Ouais, c'est Botia, ouais. Ah bah voilà. Ah bah oui. C'est lui. Moi, il m'a pas pris de rouge. En finale de coupe d'Europe. Il a dû jouer 10 minutes quoi. Ok, bah bravo messieurs. Félicitations et Impeccable. puis merci encore d'être venu dans le podcast. Merci infiniment. Un plaisir. parler. Les gars, c'était cool. Merci à vous, on s'est régalé. Il est 23h30, c'est impeccable. On attend avec impatience vos retours sur cet épisode. Plus généralement, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur votre application de podcast favorite. Ça contribuera à faire grandir la communauté du podcast et à toucher de nouveaux publics. N'hésitez pas également à partager sur vos réseaux et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission.